Salut à tous, on se retrouve sur une vidéo Malifaux. Aujourd'hui on va s'intéresser à la faction La Guilde. Je suis avec Fred Salut! et avec Griff. Salut tout le monde. La Guilde qui est une faction emblématique, une des plus vieilles factions du jeu. On va vous expliquer un petit peu son histoire globale, comment elle s'implique dans l'histoire de Malifaux. Et après on va s'intéresser à ses personnages les plus importants, c'est-à-dire les 8 masters de la faction, un peu les liens qu'ils ont entre eux et leur histoire. Et on verra aussi leurs figurines et on s'intéressera de manière un peu succincte à leur gameplay pour vous donner une aperçu un peu global de cette faction. Griff, je te laisse un petit peu nous raconter l'histoire globale de la guilde. Alors, pour voir l'histoire de la guilde, il faut commencer avec l'histoire un peu de l'humanité avec le monde de Malifaux. Malifaux, lequel on va jouer, est un monde parallèle au nôtre, qui de tout temps a eu des petites fuites un petit peu entre nos deux mondes, des petits portails tout minimes qui faisaient passer une ou deux personnes, une créature, mais quelque chose de très secret, connu vraiment que d'une poignée de gens, et pas plus mis sur le devant de la scène que cela. Mais au fur et à mesure, notre Terre, qui a connu à peu près son évolution telle qu'on la connaît, avec un petit rajout quand même, mine de rien, c'est la présence de la magie, qui a plus ou moins toujours été là, et que certains gens ont plus ou moins domestiqué pour devenir des mages puissants, et ainsi plus ou moins aider à régenter le monde. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, cette magie, elle a fini par se tarir de plus en plus, et du coup, les mages, devant la fin de cette ressource qu'ils pensaient illimitée, ont commencé de plus en plus en paniquer et à chercher un moyen de couper, de trouver une nouvelle source de magie. Et c'est justement du fait de leur connaissance, ils ont fini par estimer que il y avait peut-être un autre monde au-delà de leur acceptation, surtout de la mise, qui pouvait peut-être recéler cette magie qui leur manquait. Du coup, en 1787, ils ont fait un grand rituel en rassemblant les plus grands magiciens dans la ville de Santa Fe, et ils ont tenté leur dernier Vatou en utilisant toute leur dernière réserve de magie pour tenter le plus grand rituel qui a jamais été effectué sur Terre. Et ce rituel a créé la brèche. Une brèche, du coup, entre nos deux mondes, notre monde et celui de Malifaux, et qui, du coup, justement, alors, ça a tout rasé, la ville de Santa Fe n'existe plus depuis, il n'y a plus que la brèche. Alors, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mais ça a donné accès sur le monde de Malifaux, et le monde de Malifaux s'est révélé être très propice et surtout contenu à foison de magie, notamment de la magie dans ce qu'on va appeler des soulstones, pierres d'âme du coup, car en fouillant dans les sols, en passant dans le monde de Malifaux et en le fouillant un peu, on va se rendre compte qu'effectivement, en creusant la terre, on va trouver des pierres qui contiennent de la magie, mais une magie limitée, jusqu'à ce que l'on recharge la pierre avec des âmes, justement, en tuant des gens proches ou en sacrifiant des gens proches de ces pierres, on se rend compte qu'en fait leurs âmes semblent alimenter, ou en tout cas leur mort semble alimenter ces pierres-là. C'est pour ça qu'on leur a donné le nom de pierre âme. Et au début, donc, ça commence à être un marché un peu florissant. C'est un peu un nouvel Eldorado qui commence à se créer pour notre monde qui est en perdition de magie. Et on se dit que c'est fantastique et tout va bien se passer. Et puis au bout de 10 ans, la faille se referme. On perd au fur et à mesure le contact des gens qui y sont. Et puis on finit par avoir la faille qui se referme avec un corps humain qui est balancé du côté de la Terre juste avant la fermeture. Un corps mort, évidemment, où il y a marqué notre en lettres de sang gravées sur le cadavre. Petit message de dire non, mais en fait, c'est pas chez vous ici, c'est chez nous. Ça a un peu refroidi les ardeurs de tout le monde, mais surtout, eh bien, on s'est retrouvé à nouveau coupé de cette grande source de magie, à devoir se débrouiller avec juste ce qu'on avait réussi à récupérer. Et c'est à ce moment-là que la guilde va rentrer en jeu, parce que la guilde, en fait, tout simplement, c'est la guilde des marchands. Et ça va être tout simplement justement des marchands, des investisseurs qui vont voir que devant la perte de magie, eh ben, ce qui va devenir le centre de l'intérêt, le centre des puissances, ça va être justement de récupérer et de s'accaparer les pierres âmes qu'on a réussi à récupérer du monde de Malifaux et celles qui restent en fait. Et du coup, cette guilde des marchands va s'associer, va associer tous leurs intérêts, toutes leurs richesses, toutes leurs technologies qui vont faire en sorte pour rassembler ces pierres âmes et en avoir à peu près un plus quasi monopole et de pouvoir choisir eux à quelle nation ils allaient les distribuer et ainsi vraiment un peu régenter le monde tel qu'il était. C'est ainsi que D'accord. la guilde s'est... Voilà, En gros, c'est des gros banquiers quoi. À partir du moment où la brèche se referme, ils ont les réserves, ils tiennent la banque quoi. c'est ça, totalement.
Ils ont estimé qu'ils ont réussi à trouver qu'en fait, maintenant, plus que l'argent, c'était la magie qui allait vraiment régenter le monde et surtout les réserves de magie. Donc, effectivement, ça devient les banquiers un peu de la magie. Et du coup, ça va en être ainsi jusqu'en 1897, où justement la faille va se réouvrir, à la surprise de tout le monde. Et la guilde, qui n'a évidemment pas envie que son monopole disparaisse parce que la brèche devient à nouveau accessible et que le monde est accessible, va bien entendu verrouiller la faille, y poser son veto, installer ses forces armées autour, et va décider de réglementer tout ça, où tout le territoire qui va se retrouver du côté de Malifaux va être régenté sous la direction de la guilde et sous personne d'autre. C'est la guilde qui va donner les passes pour avoir accédé, le droit d'accéder à Malifaux. Tous les commerces qui vont en sortir, en rentrer, vont être évidemment sous contrôle. Et du coup, la ville qui va se développer du côté de Malifaux va être vraiment sous étroit contrôle de la guilde. Mettre les péages, quoi. C'est ouais, c'est ça, voilà. Et ils se disent, Ils essayent, il y a des petites fuites quand même, on verra ça plus tard, mais il y a des petites fuites. voilà. Après, au bout d'un moment, quand il y en a qui en ont marre de payer le péage, et ben, ils essaient de trouver d'autres moyens de passer. Et forcément, c'est là où ça va se compliquer. Mais du coup, c'est la guilde qui effectivement va commencer à installer la recolonisation de Malifaux, en quelque sorte, et devoir s'organiser. Cette organisation, elle va être tenue par un individu que l'on va nommer gouverneur général de Malifaux, et qui va être à la tête de toutes les forces de la guilde sur Malifaux, et c'est lui qui va régenter tous les gens qui vont être envoyés. Et qui va du coup être un peu, en quelque sorte, l'homme le plus puissant de Malifaux, parce qu'avec la plus grande puissance, on dit bien administrative, commerciale, que bah, tout simplement un contrôle sur la faille et ce qui est régi dessus. Donc la guilde, elle a un peu deux facettes, parce qu'on peut la voir pour l'instant juste que comme une grosse société qui profite et qui cherche juste à s'accaparer toutes les richesses, mais néanmoins, pour avoir ces richesses, eh ben, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent pour elle et que ces gens soient en bonne santé. Parce qu'effectivement, sur Malifaux, on se rend compte vite que les hostiles qui nous ont sortis et qui ont refermé la faille, ils sont toujours là, que le monde il est vaste, qu'il y a plein de dangers, et qu'on se retrouve aussi avec des humains qui ont tendance à développer des pouvoirs assez étranges sur le monde de Malifaux et à partir en sucette à créer des explosions magiques dans tous les sens et tout. Donc la guilde va être vraiment une sorte de garante de l'ordre moral et social un petit peu, et va faire en sorte de créer plusieurs corps d'armée notamment pour gérer plus ou moins un peu la plupart des menaces qu'il peut y avoir et à laquelle elle peut être confrontée et va du coup protéger la population, car majoritairement la population sur Malifaux travaille pour elle. C'est pour ça que dans les masters, on va retrouver des profils comme de la presse, donc pour la propagande et à la fois le contrôle un peu de la pensée, un tribunal, on va trouver des forces policières, des forces militaires. On va retrouver un petit peu ces valeurs-là très humaines finalement, d'une espèce de Ouais, construction sociétale pour essayer de défendre Malifaux, quoi. il y a aussi le côté exorciste. Oui, Et puis tu as Lucius, c'est comme tu dis, c'est l'administration aussi. C'est voilà, c'est cette, il y a c'est une faction qui est quand même assez intéressante dans son fluff. Elle n'est pas si monolithique que ça. C'est pas seulement la police, la violence. Il y a aussi un côté administratif fou. On verra qui est de plus en plus intéressant, je trouve, dans le fluff de la faction. ils sont pas tous des CRS. Il y en Ouais. a. Il n'y a pas que ça. C'est ça, voilà. Non, mais il y a des bons gars, voilà, c'est ça. C'est en fait, ça, c'est vraiment à l'échelle un peu. C'est, on va dire que la faction de la guilde est ce qui ressemble le plus à une nation, Oui. avec ses dirigeants, ses gens du peuple qui travaillent, et tous ses pans. Effectivement, des gens sympathiques, d'autres moins, certains qui profitent, d'autres au contraire qui se battent pour les autres. Et on va effectivement voir qu'il y a toutes sortes de profils et que un peu tout se retrouve. Ouais, il y a beaucoup d'institutions au final. En fait, c'est très. On va avoir les masters vont souvent représenter une institution de cette fameuse construction de la guilde, quoi. Là où dans la plupart des autres factions, c'est plus des persos autour d'une idée, autour d'une recherche, autour de choses comme ça. Là, dans la guilde, c'est vraiment une construction un peu plus classique, j'ai envie de dire. Parce que sociétal, on va dire, tu as presque à Ouais, chaque fois un morceau de la société, ouais, c'est qui est ça, ouais. représenté. C'est assez intéressant. Bah écoutez, on peut peut-être se lancer dans à découvrir les premiers masters alors Ouais. sur cette série des 8. La première, ça va être Lady Justice, très très emblématique dans le jeu, un perso qui est très aimé, très très joué. Fred, je te laisse un petit peu nous
parler de Lady Justice. Ouais, c'est vrai, je pense que c'est peut-être. Alors là, c'est la nouvelle version qu'on voit avec les cheveux courts. Et sinon, je pense que c'est presque la master la plus connue du jeu, même pour les gens qui ne jouent pas au jeu. Lady Justice, c'est vraiment le symbole de la guilde. Donc, il faut savoir que la guilde, elle représente presque la Jeanne d'Arc de la guilde. Donc, il y a des affiches d'elle un peu partout. Elle, son boulot, ça va être de combattre la menace résurrectionniste. Dans le monde de Malifaux, il y a un esprit qui s'appelle le Grave Spirit, qui va chuchoter aux oreilles des humains et des autres. Il y a des pouvoirs nécrotiques. C'est lui qui va pousser en fait certains magiciens à devenir des nécromanciens. Donc c'est une faction qu'on verra plus tard, faction des résurrectionnistes. Et elle, son boulot, c'est vraiment de contrer cette menace, une menace qui est présente à la fois dans la ville, sous la ville. Enfin, ça, voilà, si vous vous intéressez à l'histoire, vous le verrez. Donc Lady Justice, bah, c'est comme la justice, elle est aveugle, donc elle a un bandeau sur les yeux, et accompagnée par un juge et par les Death Marshal, qui sont eux aussi, je pense, parmi les figurines les plus connues. Là, vous voyez la nouvelle version, c'est ces personnages qui ont des cercueils et qui, quand ils déclenchent leur pouvoir, eh bien, leur crâne devient un crâne, une tête de mort entourée de flammes. Et donc, ils vont comme ça faire la police pourchasser donc des personnages comme le chirurgien Fu McMorning ou le tueur en série Simus dans la ville de Malifaux. C'est un personnage qui est aussi assez intéressant parce que c'est une femme qui est très torturée. Là, récemment, elle a perdu le juge et son amour, sa moitié, si on peut dire comme ça, en fait, qui a été tué dans le passage entre la V2 et la V3. Et remplacé par une femme, là, dans la nouvelle version, qui a un petit look un peu japonisant. Toujours des très belles figurines, des figurines vraiment marquées comme ça, avec des looks qu'on retient facilement. Cette femme aveugle avec la grande épée, avec cette grande chevelure rousse, ou alors les Death Marshal avec les cercueils. Donc il y a ce côté inquisiteur, il y a ce côté qui reste un petit peu cow-boy, mais voilà, grosse épée, corps à corps. Là, ça c'est la V2 de Lady Justice, on la voit sur le cercueil. Et là, je crois que voilà, là c'est la V1, c'est pour vous dire un petit peu au travers des années comment évolue un petit peu le mot-clé. Là, on est sur de la figurine métal V1, donc elle était déjà un peu rouge, cheveux longs, sabre, ça l'idée reste là. Et Death Marshal n'était pas encore très Death, on va dire, comme ils le seront un peu plus tard, mais déjà les cercueils, on voit des flammes qui en sortent. Le juge là, c'est l'ancien juge, donc c'est quand il était homme. Effectivement, en version 3, ça devient une femme, c'est la japonaise comme tu dis. Et du coup là on a la V2 un peu intermédiaire. Et cette figurine aussi que j'aime beaucoup, j'ai mangé le nom en termes de jeu, comment elle s'appelle. Mais c'est une danseuse des fêtes des morts mexicains, qu'on voit tout à droite. Ouais. C'est un corps de nécromancien particulier qui s'appelle les Domadores de Cadáveres. Ils sont hispaniques, hein, d'où ce nom. Oui. Et ouais, elle est superbe cette figurine. Et oui, il y a vraiment, comme tu disais, très très emblématique du jeu, ce crew de Malifaux. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas Malifaux, mais qui connaissent au moins ces figurines-là, parce qu'elles sont très marquantes en effet. En termes de gameplay, on est sur un master qui fait le travail, hein. La justice, elle la donne directement à coup de sabre, elle saute dans les lignes adverses, elle décapite des figurines, elle va dans tous les sens. Tandis que derrière, on s'attire plus avec les Death Marshal. Le juge va suivre aussi pour faire un massacre un peu plus directement dans les mêlées. Et on va avoir tout un jeu avec bah, justement la fameuse mexicaine qui va transformer en mort-vivant les adversaires. Et la plupart du crew a des bonus quand ils s'attaquent aux morts-vivants parce que c'est un petit peu son rôle, comme disait Fred. Et donc voilà, un petit peu à quoi ressemble le gameplay de Justice. C'est un super master qui fait le travail lui-même, on va dire ça comme ça. Et puis, petit détail, c'est que vous pouvez mettre des gens dans les cercueils. Ils sont pas juste là pour faire beau. C'est ça. Oui, Il y a vraiment un pouvoir qui vous permet d'enfermer vos ennemis dans les cercueils. Dans Malifaux, il y a voilà, rien n'est là par hasard. Je pense que c'est ça, entre autres, qui a fait aussi que ça a été très mis en avant et très marquant. C'est quand les gens, pour la première fois, ont vu les images de Malifaux, on voit ces types avec des cercueils, on dit qu'est-ce qu'ils en font? On te dit ils enferment des gens dedans. Mais vraiment, en termes de jeu, et oui, tu le fais vraiment. Donc, tu as une corrélation directement entre leur histoire, parce qu'en fait, ce sont des cercueils magiques qui, en fait, quand ils mettent une créature dedans, en fait, ils scellent ses pouvoirs nécromantiques. En fait, il y a des runes à l'intérieur des parois du cercueil qui font que s'ils mettent un nécromancien dedans, le nécromancien va perdre ses pouvoirs, en fait.
Donc du coup, ça leur sert d'arme en fait pour et ensuite l'enflammer et vraiment le détruire. Donc du coup, à la fois céder ses pouvoirs et du coup, on a vraiment effectivement cette illustration un peu directe de leurs histoires et dans leurs figurines. Et je pense que c'est ça qui les a rendus. Ouais, c'est très vrai. Le gameplay dans Malifaux, les figurines représentent plutôt bien le gameplay. Et le gameplay est très narratif. C'est-à-dire que l'histoire du à chaque fois ou du master se ressent sur la table de par les actions qu'il peut faire et des actions que peut faire son crew. Et donc ouais, tout à fait, ouais, on peut enfermer les gens dans les cercueils. En termes de jeu, ça veut dire qu'on retire les gens de la partie qui sont dans le cercueil. Et ils peuvent, s'ils réussissent certains tests ou quoi, revenir dans la partie en sortant du cercueil. Et ils se retrouvent juste à côté du Death Marshal et ils sont pas pour autant sortis d'affaire quoi. Mm. C'est une première étape, mais c'est pas tout à fait fini, quoi. Et on voit très bien que les figurines évoluent vraiment avec l'histoire du jeu, parce que par exemple, effectivement, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que Lady Justice, bon déjà, a les cheveux plus courts dans cette nouvelle version, parce que ça c'est un petit détail, mais elle se les est coupés par sympathie envers Sonia Creed, qu'on va voir plus tard, qui elle-même a perdu ses cheveux, qui avait aussi une très belle chevelure flamboyante, et elle, par sympathie et pour l'encourager, c'est elle-même coupé les cheveux aussi pour lui montrer que c'était pas si grave, qu'il y avait des choses plus graves dans la vie. Et surtout, en fait, vous voyez qu'à côté d'elle, il y a une balance, en fait, un homme qui tient, qui est porte une grande poutre et qui a une balance, en fait, qui est censée être l'équilibre, le scale of justice, c'est littéralement les plateaux de balance de la justice. Et dans sa version de la deuxième édition, la figurine est droite et les portes, comme vous voyez, voilà, équilibrées. La justice est à l'équilibre, tout se passe bien. La troisième édition, la figurine, elle penche, parce que justement, Lady Justice, elle a perdu l'homme de sa vie, qui était le juge, et elle part vraiment, déjà qu'elle était déjà assez, son but était de traquer les résurrectionnistes, mais là, elle prend vraiment la chose personnellement à cœur, et elle commence à devenir un peu plus sans limite, et à commencer à pencher du côté plus de la vengeance, un peu plus vraiment littéralement aveugle, qu'un juste discernement. Donc on voit ça et c'est pour ça aussi que la figurine est un peu moins posée, un peu plus épée levée, taillot, je vais juste massacrer des gens en boucle. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et plus J'avais on pas remarqué, remonte, c'est intéressant. plus on va dans l'histoire, plus les Death Marshal deviennent un peu louches, quoi, hein. C'est ça. Ils deviennent de moins en moins humains, quoi. C'est d'ailleurs une critique qui a commencé à être leur faire par le nouveau gouverneur général, parce que le gouverneur général qui a toujours régné sur Malifaux a fini par mourir, a tenté un rituel magique qui s'est mal passé pour lui et il a fini par exploser. Et il a dû être remplacé par un nouveau, et le nouveau voit d'un œil très critique ce qu'a fait son prédécesseur, car son prédécesseur a dû faire avec, mine de rien, beaucoup de problèmes et pas forcément des moyens limités. Et du coup, il a recruté pas mal de choses que certains auraient dû dire, oh, mais c'est dangereux ça. Et typiquement, Lady Justice, une femme qui promet de lutter contre des pouvoirs morts-vivants en rendant des gens avec des têtes enflammées et tout ce genre de choses, ça peut passer un peu quand même beaucoup pour de la nécromancie. Donc du coup, son successeur, le successeur du gouverneur général, le nouveau gouverneur général, il a commencé à remettre en cause leur intérêt, se dire que ce sont plus des monstres que véritablement des humains, et qu'il faudrait qu'ils méritent leur place. Ah, Et, et justement, notamment, il a fait venir le corps des Domador des Cadaveres sur Malifaux pour les faire plus ou moins remplacer un peu les Death Marshal et leur faire un rituel pour bannir l'esprit de la tombe. Ce Ah, ok. rituel a bien failli marcher en plus, mais c'est à ce moment-là que Mac Morning, qui était à ce moment-là considéré comme juste le docteur légiste de la guilde, voilà, là, c'est lui, c'était un peu le, ouais, c'est ce que tu viens de dire, c'est le docteur légiste, pardon. Excuse. c'était le docteur légiste tout à fait, et en fait, ce que les gens ne savaient pas, c'était que secrètement, le Grey Spirit lui murmurait des choses et lui a donné un sens du génie assez fou. Et il menait des expériences dans son coin et il était un peu, il avait sa vie, son identité secrète en fait, un peu de docteur Frankenstein. Et du coup, à ce moment-là, en regagnant sa liberté de penser, parce que le Grey Spirit s'affaiblissait et ne lui murmurait plus de choix, il s'est rendu compte qu'il perdait son esprit créatif et il a préféré intervenir dans le rituel, tuer les domadors des cadavres qui étaient à ce moment-là à l'œuvre et empêcher le rituel de s'accomplir et du coup pouvoir décider de devenir lui-même un nouveau fou, mais d'une créativité que personne d'autre ne pourrait atteindre.
Mais du coup, sa couverture a été un peu complètement grillée, il a dû quitter la guilde, et avant où il était un maître qui pouvait être recruté à la fois chez la guilde et à la fois chez les résurrectionnistes, ben maintenant il est vraiment résurrectionniste et il est traqué. Il est banni, ouais. Il a été Ouais. banni et puis Lady Justice doit le retrouver, quoi. Il est mandaté, quoi. Et justement, dans la nouvelle du dernier codex, il y a une confrontation entre les deux, et Mac Morning se moque de l'élite justice en disant: «T'étais vraiment aveugle, parce que tout ce temps, j'étais juste sous ton nez, et je me suis vraiment bien moqué de vous, quoi». Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'équilibre mental de l'élite justice, bah, il s'affaiblit de plus en plus, et ça, c'est aussi une particularité des personnages dans Malifaux, je trouve. Bon, déjà, ils sont tous un petit peu tarés, mais il y a toujours ce côté, c'est fragile, en fait, mentalement, qui permet de faire évoluer le jeu, et d'avoir des personnages qui sont pas, tout blancs ou tout noirs. Oui, complètement. Et encore une fois, les créateurs ont l'audace de les faire évoluer, changer de faction, parfois mourir, hein. On peut les jouer en partie en amical, mais du coup ils sont plus forcément acceptés dans tous les... Et donc du coup, ils prennent des risques, ils font évoluer les figurines aussi, parce qu'on a vu Oui, que... Alors parfois pour le mieux, par exemple sur les sculptures 3D, moi j'aime bien le style sculpture 3D, donc ça me va très bien, la version 3. Mais c'est vrai que la figurine, il y en a qui préfèrent la V2 quand elle avait encore les cheveux longs. Et du coup, on perd l'histoire avec Sonia Creed qu'on verra plus tard, et ainsi de suite. Donc ils prennent vraiment des risques à faire évoluer leur personnage, et ça fait une histoire qui est bien vivante et qui est aussi un petit peu stressante, parce qu'à chaque version on peut se poser la question de qu'est-ce qui va finir mon master préféré, quoi. Ouais, Qu'est-ce c'est qui, vrai. C'est qu'est-ce ça qui qui va est lui super arriver? intéressant aussi, ouais. Ouais. totalement, totalement. Ça. L'impression vraiment de participer, de suivre une histoire qui a des rebondissements, où plein de choses changent, des gens changent de faction, d'autres meurent, d'autres ont des évolutions de... On reste pas sur les mêmes choses sans évolution. Ok, et eh bien voilà déjà pas mal de choses pour les Justice. On va partir sur une de ses copies, Sonia Creed. Sonia Creed, tu veux nous en parler un petit peu, Griff? Allez. Sonia Creed, justement, c'est une personne qui est très férue de connaissances, qui s'est mise pendant très longtemps à chercher un peu partout où elle pouvait des livres, déchiffrer des runes. C'est vraiment la quêteuse de connaissances occultes la plus acharnée qu'on puisse avoir. Et elle a été recrutée par la guilde car justement toutes ses connaissances en occulte ont fait qu'elle est devenue la plus douée pour neutraliser les magiciens justement. Elle a une chambre que l'on connaît comme le nom de chambre jaune dans lequel elle a fait rentrer certains magiciens qu'elle a capturés pour les transformer ensuite en ses serviteurs sous le nom de Witchling Stalker, voilà, les individus avec les épées que vous pouvez voir, qui étaient à l'origine des magiciens qui ont été attrapés par Sonia Creed du coup et transformés, asservis par ses pouvoirs et cette chambre qu'elle a. Donc elle, c'est voilà à la fois une questeuse de connaissances, à la fois une traqueuse du coup, ce qui est magicien acharné, sans qu'on sache vraiment d'où lui vient ce penchant. Mais c'est aussi quelqu'un qui est très dévoué et qui essaye de combattre ce qu'elle estime être mauvais. Si vous voyez qu'elle a un masque sur beaucoup de ses représentations, c'est parce que tout simplement, à un moment donné, elle a été possédée par un tyran, une des entités les plus puissantes de Malifaux, qui avait par le passé dominé le monde de Malifaux et qui avait été enfermé chacun de leur côté dans deux différents endroits de Malifaux. Et en fait, l'un d'eux, Shérif, qui était un tyran qui tirait sa puissance du feu, a été libéré et a trouvé le corps de Sonia très puissant et l'a possédé. Et à ce moment-là, elle-même a essayé de se donner la mort car elle préférait se voir mourir plutôt que possédée par un esprit malfaisant. Mais justement, malheureusement, l'esprit malfaisant a été plus fort et a réussi, malgré sa mort, de la maintenir vivante assez longtemps pour que d'autres la sauvent et qu'elle puisse revenir à la vie et qu'il puisse s'en servir pour la posséder. Et la seule chose qui a pu empêcher qu'elle soit totalement possédée, c'est justement de lui poser ce masque, qui était notamment un des outils qu'elle utilisait elle-même pour contrôler les pouvoirs magiques des sorciers qu'elle attrapait, et du coup s'en servir sur elle-même pour contenir tant bien que mal cette entité.
Du coup, Et elle est pas du tout possédée, non? Ou dans l'histoire actuellement? voilà. Et bien actuellement, justement, en fait, quand justement le gouverneur général, le premier, je vous ai dit qu'il avait tenté de quelque chose de très dangereux qui s'était mal passé. En fait, justement, il a essayé d'obtenir un pouvoir semblable au tyran en collectant des objets à travers le monde de Malifaux et en les liant particulièrement à lui. Il a essayé d'atteindre une puissance semblable au tyran. Ça a failli réussir, mais à cause d'un individu qui lui a apporté des mauvais objets sans qu'il le sache, il y a eu des couacs. Il a un peu commencé à partir en explosion magique de lui-même, et en fait, Sheriff, qui à ce moment-là commençait à être banni par Sunakrid, s'est retrouvé attiré par cette puissance-là. Du coup, s'est retrouvé expulsé du corps de Sonia Creed, mais s'est retrouvé mélangé au corps du gouverneur général et est devenu une entité qui va être connue sous le nom de Burning Man, car à ce moment-là, il va disparaître du monde de Malifaux et apparaître sur Terre, où il va voyager de façon erratique, créer des portails entre le monde de Malifaux et le monde de la Terre, et commencer à mettre le chaos, mais il semble être une entité qui n'est plus à la fois shérif, plus à la fois le gouverneur général, mais une sorte de mélange cataclysmique d'énergie déchaînée. Et justement là-dessus, c'est sur Terre, il y a maintenant la guerre. Donc c'est l'autre jeu, c'est The Other Side de Weird. Et c'est l'anarchie, la guerre. Et le pouvoir de la guilde s'affaiblit sur Terre. Malifaux devient vraiment en fait l'endroit où ils peuvent exercer leur pouvoir. Donc Malifaux gagne encore en importance stratégique pour la guilde. Ils vont mettre toutes leurs ressources pour garder la mainmise sur Malifaux. Ça renforce encore ce côté de. Il y a un côté État totalitaire qui va encore se renforcer du côté de Malifaux pour la guilde en fait. D'accord. Moi j'aime beaucoup ce master, alors je le joue pas, hein, je joue pas la guilde. Je trouve qu'en V2 là, elle a un charisme fou avec son tailleur, son masque de fer, son épée Ouais, enflammée, son henchman qu'on voit qui est Ça le m'a gars qui a un flingue et qui a le haut d'une vierge de fer entre les jambes, là, qui pend avec des outils de torture, des pieux, etc. Je trouve que c'est vraiment, ouais, ils ont un charisme fou, ils ont vraiment de l'élégance et ça se pose là sur la table, quoi. C'est ça, le mot-clé pour donner l'idée, justement, c'est littéralement chasseur de sorcières. C'est vraiment leur but et c'est le nom de leur section et c'est tout leur but auquel ils y sont, c'est chasser tous les humains de Malifaux qui développent des pouvoirs et les utilisent à des fins malveillantes. Bon, il y a toute une partie de ces magiciens qui ne sont pas d'accord sur le principe de malveillance, qui se nomment des arcanistes. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'en fait, à l'origine dans le jeu, il y avait quatre factions. Il y avait la guilde, les Neverborn, les arcanistes et les résurrectionnistes. Et qu'en fait, la guilde avait un master spécialisé dans la traque de chacune de ces menaces. Et du coup, justement, Sonia Creed est la personne la plus crainte et détestée de tous les arcanistes, qui sont la faction des magiciens, justement, qui estiment qu'ils peuvent c'est exister sans la guilde. c'est la faction des vrais gars, d'accord? Non, c'est les Neverborn, les vrais. On n'est pas tous très objectifs, vous l'aurez compris. Mais ouais, tout à fait. Ouais, Sonia Creed, elle a un style qui est quand même assez. Enfin, ouais, comme tu disais, elle en impose sur la table. Moi, j'aime assez. J'ai un pote, c'est son master préféré. Euh, et récemment, il s'est passé un petit quelque chose dans le jeu. On parle de il y a quelques jours. Ils ont révélé un système de titres qui aura lieu sur tous les masters. C'est-à-dire que les masters vont avoir une version 1 et une version 2. Et Sonia Creed a donc gagné sa version 2. Pour l'instant, on n'a que ce artwork qu'on vous montre là. C'est la version unmasked, donc c'est-à-dire sans son masque. Et ils ont révélé un profil différent. Ce qui fait qu'en termes de gameplay, après le choix du master, vous pouvez choisir quelle version que vous voulez jouer. Donc il y aura une figurine pour chaque version. Et il y aura des règles spéciales pour chacune des versions. Donc un style de jeu qui reste sensiblement le même, mais avec des différences suffisamment marquantes pour que ça en vaille le coup de réfléchir à laquelle jouer. C'est assez audacieux, c'est très sympa. Ça va rajouter une dimension supplémentaire au jeu. Et voilà. Sinon, on peut dire que le mot-clé est très très solide entre tout ce qui va être invocation. Il va jouer autour de la condition du feu, vous l'aurez compris. On en a parlé un petit peu. Donc oui, ça va brûler. Et ça va brûler bien. Et voilà un petit peu le. Griff, est-ce que tu veux compléter un petit peu sur le gameplay? Et bien justement, qu'elle a une compétence qui est partagée par beaucoup de ces modèles, qui est Counter Spell, donc du coup contre-sort littéralement, où justement on va empêcher l'ennemi d'utiliser ses talents.
Ils ont beaucoup aussi d'avoir des boucliers mystiques. Donc on revoit effectivement leur côté, nous utilisons la magie, mais nous vous empêchons vous de l'utiliser parce que nous sommes la guilde et nous faisons un bon usage de la magie, pas vous. C'est un peu le maître mot de la guilde, hein, c'est je fais ce que je veux et je t'interdis plein de choses, quoi. Ils estiment être l'état de droit, donc du coup, comme un état, l'état peut faire certaines choses, mais c'est à l'état de rendre justice, c'est à l'état de faire les choses et pas aux simples citoyens de s'en accorder ce droit-là. Donc on est vraiment effectivement dans cette optique-là. Et effectivement, d'un côté, c'est vrai que d'un côté, il y a quand même les arcanistes qui sont un groupe de mages organisé, mais c'est vrai que le monde de Malifaux fait un peu déclenche des choses, certaines personnes qui pètent vraiment des câbles et qui sont quand même dangereux pour beaucoup de gens. Et c'est quand même un phénomène assez fréquent. Donc il y a quand même aussi, c'est pas juste une méchante fille qui veut juste attraper tous les gentils magiciens qui se baladent. Il y a aussi quand même des éléments très dangereux et qui peuvent vraiment faire un massacre parce que bah, qui dit pouvoir magique dit capacité surhumaine. Donc du coup, pour faire encore plus de dégâts que juste quelqu'un qui s'énerve et qui prend un pistolet. Donc, elle sert aussi pour ce contrôle-là. Et derrière aussi, justement, vu qu'elle a pris conscience en premier plan de la puissance des tyrans, vu qu'elle s'est fait posséder par l'un d'entre eux, ben, suite à cette possession, justement, elle y a perdu ses cheveux et du coup, elle a plus besoin de porter son masque, d'où cette version, justement, démasquée et avec sa grande chevelure rousse, ben, comme vous voyez, terriblement raccourcie. Mais elle a décidé de se lancer encore plus aussi contre la lutte contre les tyrans, en étudiant encore plus ce qu'ils étaient, en essayant de trouver leur prison, essayer de s'attaquer peut-être même à ceux qui essaieraient de posséder, et tout ça et tout. Donc elle a aussi ce but-là derrière qui se dessine de plus en plus et à laquelle elle tient beaucoup. En tout cas, pour l'instant, deux persos, deux femmes rousses. On verra s'il y en a plus. La réponse est oui. Et, et on verra aussi s'il y a d'autres destins tragiques, parce qu'on est quand même sur une nana qui chasse des magiciens, des sorciers, des sorcières hein, sur le papier, et qui elle-même était possédée par un tyran. La justice, elle entend des voix. On est quand même sur une faction, bon, À pas tout. l'image de Malifaux, oui, assez torturé, oui. Voilà, c'est ça. Tout n'est pas très carré, très propre. Ok pour Sonia. Alors on va passer sur Perdita. Perdita Ortega, pareil, master très emblématique du jeu. C'est une famille, les Ortega, et donc vous jouez le crew. Le gameplay, c'est jouer cette fameuse famille qui a de grandes synergies de combat les uns avec les autres, ce qui leur permet de faire plein d'actions hors activation, et ce qui permet d'avoir une impression de jouer vraiment contre un groupe, et pas comme plus classiquement dans un jeu de figurines où chaque figurine fait ce pourquoi elle fait. Là, on a vraiment l'impression qu'on a vraiment tout un groupe à affronter parce que chacun peut faire quelque chose à un autre. C'est assez intéressant. Pareil, Griff, si t'as envie de nous parler un petit peu de l'histoire de Perdita. Intéressant, c'est vraiment le modèle de la self-made woman, dans le sens où elle a réussi, elle fait partie donc de la famille Ortega, qui est une famille réputée depuis longtemps sur Terre comme étant une famille de porte-flingues utilisables, qui s'engagent et qui sont très réputés comme talentueux. Et elle a réussi à décrocher un billet pour Malifaux, alors qu'elle était toute jeune, elle devait avoir 12-13 ans si je ne me trompe pas. Et elle a finalement, elle est arrivée sur Malifaux à ses tout débuts, là où effectivement l'organisation peinait assez et où du coup justement le gouverneur général faisait un peu appel à toutes les bonnes volontés qu'il pouvait pour l'aider à asseoir un peu un certain semblant d'ordre, notamment contre les Neverborn, parce que les Neverborn étant les habitants naturels de Malifaux, ben, n'étaient pas très contents de voir revenir les humains. Et ils ont commencé, plus on s'éloignait du centre de la brèche et des habitations autour, plus on commençait à risquer sa vie. Et le gouverneur général a donc mis des primes assez importantes si on lui ramènerait des têtes justement de ces Neverborn, de ces créatures-là, pour aider un peu à pacifier la ville de Malifaux et la zone. Et du coup, Perdita va se montrer excellente là-dedans. Et avec les primes qu'elle va au fur et à mesure gagner, et bien en fait, elle va permettre de payer des tickets pour Malifaux au reste de sa famille. Sa famille va venir avec elle et s'installer dans un fort qui s'appelle du coup tout un fort qui va être mis à l'extérieur de la ville, qu'ils vont fortifier et dire à tous les Neverborn, venez, on vous attend. Il n'y a pas de problème. Et du coup, ça va être vraiment, ils vont créer tout un corps de chasseurs de monstres
où justement tout leur but au sein de la guilde, ça va être de combattre enfin pas l'envahisseur du coup parce que c'est eux qui envahissent, mais de combattre les locaux Neverborn et de vraiment pacifier tous ces monstres qui essayent de s'en prendre dessus. Donc Ok. on voit que son totem d'ailleurs c'est un néphilim. On le voit là sur la droite de l'illustration. C'est un petit néphilim avec un. On lui a coupé les ailes. Il est enchaîné. Il a un boulet de prisonnier. Et si vous avez envie de jouer des Ortega, mais enfin un Ortega, mais pas dans la guilde, il faut savoir que chez nous les Neverborn, on a un qui s'appelle Tuco, qui a aussi un flingue et voilà, qui a été un Ortega détourné. Après, c'est pareil, c'est aussi une faction très emblématique, je pense. Perdita, c'est une des figurines les plus connues. Ouais. Il y a vraiment ce côté familial, on va voir, il y a plusieurs générations, des frères, enfin bon, voilà, c'est Mais le c'est côté ça. communautaire. Bah, vous voyez, l'individu qui a des explosifs, son nom c'est Papa Loco, effectivement, c'est le père justement de Perdita, et normalement c'est lui qui devrait diriger la famille, mais comme le dit son nom de Loco, il a eu quelques petits problèmes de santé, il a pas été très bien, il a été notamment capturé, il a dû être sauvé, mais il s'en est pas sorti indemne, donc il a fait des petits séjours en asile, il est sorti, c'est pour ça qu'il a une camisole, il va mieux, mais il a quand même des sacrées tendances à vouloir faire sauter un peu tout autour de lui, y compris lui-même. Donc toute sa famille doit le contrôler, faire en sorte que non, non, mais fais pas ça, papa, on va se calmer. Donc du coup, comme chef de famille, il est plus très très fiable, et donc du coup, ben, c'est sa fille qui s'est remontée tellement douée que dès son plus jeune âge, euh, elle a réussi à gagner assez d'argent pour amener toute sa famille sur place, qui du coup a pris naturellement la direction de la famille. Mais effectivement, Nino, qui est celui avec la mitrailleuse, c'est le petit frère, c'est le petit dernier. Santiago et Francisco, que vous voyez à droite, ce sont les deux frères. Non, c'est vrai que Francesco est plus âgé que Perdita, donc normalement c'est lui qui aurait dû prendre la direction de la famille, mais il a estimé que Perdita était un chef plus capable que lui, et il a décidé de s'effacer devant sa petite sœur. Stylé. C'est ça. Et vous avez la grand-mère qu'on peut voir Ah. après, voilà, qui, bah, du coup, elle est le mari bah, du papa, de Papa Loco, enfin, du père, quoi. Enfin non, mais pas, non, la grand-mère, sa mère à lui, et qui n'est plus en état de diriger non plus, mais quand même elle est toujours en état de tirer sur des trucs, parce que bon, ça, c'est quand même une famille, donc ça s'oublie jamais, quoi. Le fusil à Et pompe sur la grand-mère. À savoir qu'en termes de gameplay, quand elle tire, elle recule de 3 pouces. Parce que ben le recul du fusil à pompe sur le fauteuil roulant. Et on voit déjà que Malifaux fait une part belle aux femmes aussi. Oui, complètement. Bah pour Voilà. l'instant, Contrairement à on beaucoup en de voit jeux, pour beaucoup. l'instant, hein, on a 3 masters, c'est 3 femmes. Ouais, tout à fait. Parmi les plus emblématiques en plus, qui ont été au centre de beaucoup d'histoires qui sont là depuis le début du jeu, sur lequel beaucoup d'événements se sont centralisés et beaucoup de choses se sont faites. Donc c'est un peu le trio de tête quand on pense souvent à la guilde, on pense souvent à ces trois-là. Et ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire que Perdita va être anti-Neverborn, Creed va être anti-arcaniste et Lady Justice anti-résurrectionniste. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça se ressent dans leur gameplay. Enfin, on va dire que c'est Perdita, elle est très anti-Néphilim, et qui étaient pareil les Neverborn les plus emblématiques, donc des sortes de gros démons qui sont très rapides et qui frappent fort, mais qui sont très fragiles. Donc l'idée c'était de les abattre en plein vol avant qu'ils foncent sur les foncent dessus, quoi. Alors, on n'a C'est pour pas ça que toujours le temps d'arriver pour faire un gros câlin à Perdita. c'est ça. Et d'où le fait qu'ils ont construit tout un fort isolé du reste de la population pour pas mettre en danger justement le reste de la population, faire une grosse cible sur leur tête et dire ben nous on est en race campagne, le terrain il est dégagé, on a fortifié nos positions, venez, il n'y a pas de souci. Y a pas de cover, Voilà, c'est ça, il n'y a rien. on voit bien 600 mètres, c'est pas mal. Ah, c'est vrai qu'en termes de gameplay, c'est une faction qui aime beaucoup les tables assez vides, parce que du coup les lignes de tir sont très grandes et ça rend le mot-clé très très puissant. C'est pour ça que je fais cette blague. Là, on voit les sculptures V3, donc on voit que Papa Loco a de nouveau il a gardé la camisole, il a toujours les explosifs sur la cuisse, il faut pas déconner. Il y a El Nino derrière avec la Gatling, la mitrailleuse à répétition. Francesco à droite, et à gauche, j'ai oublié le nom dernier. Santiago. Et Santiago le frangin. Voilà, on joue vraiment la famille.
ça. Et la famille, c'est sacré. Exactement. Ok, et ben voilà pour Perdita. On va passer un petit peu à la prochaine, c'est Nelly Cochrane. Que, encore une rousse, encore une femme, vous me direz. Ah, c'est Je vous en fais 4. faction monomaniaque. Que la journaliste, Griff, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Je la connais un petit peu moins, mais en même temps, c'est parce qu'aussi c'est une des dernières arrivées dans la bande de la guilde. Il y en a un qui est encore plus récent, mais elle était dans les derniers arrivés dans les derniers suppléments qui étaient dans l'édition précédente. Et effectivement, c'est une journaliste donc qui c'est sa passion, vraiment discuter avec les gens, tirer des histoires intéressantes, les raconter à tout le monde. C'est vraiment sa grande passion et elle est vraiment douée pour ça, pour arracher des informations de gens qui auraient sinon rien dit, vraiment aller fouiner là où il faut trouver des informations et tout. Mais ben, justement, dans une société dirigée principalement par la guilde, eh ben, elle s'est rendu compte que justement, si elle voulait vraiment pouvoir s'exprimer et faire les plus grands reportages avec les meilleurs moyens, ben, il n'y avait pas trop d'autre choix que de travailler pour la guilde. Être un petit journaliste indépendant, ça vous ferme beaucoup de portes, beaucoup de gens se refusent à vous, vous n'avez pas forcément les moyens pour avoir tout ce que vous voulez, y compris justement des imprimeries ou des bâtiments qui ne se font pas sans cesse attaquer. Donc du coup, elle a accepté une proposition de la guilde qu'il a faite directrice du journal principal Tatler et du coup dans lequel justement qu'elle dirige désormais. Elle reçoit des directives de la guilde pour orienter ses articles, pour évidemment que ça présente toujours les choses de la belle façon pour la guilde, que ce soit évidemment toujours les autres les méchants et que la guilde est juste défenseur, des gens bien, qui ne fait absolument rien par intérêt. Mais elle y trouve quand même, malgré que biaise un petit peu son travail, elle arrive quand même à le faire plus ou moins comme elle l'entend et pouvoir surtout au moins l'exercer. Elle se dit que mieux vaut une vérité tronquée que pas de vérité du tout. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on touche un petit peu l'autre côté de la guilde, qui est le côté administratif. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas juste voilà, des gens avec des flingues ou des grosses épées. Il y a aussi ce côté administration folle qu'on va voir un peu plus tard. Et je trouve que ça participe aussi à la richesse du jeu. Et quand on veut s'identifier à un master, on n'est pas obligé de jouer juste une grosse brute. Mm. Voilà, on peut jouer une journaliste, en fait, avec des photographes, avec des faux témoins, etc. C'est C'est aussi une richesse du jeu. t'as tout à fait raison et je rebondis là-dessus. Rare jeu Malifaux qui permet justement ce genre de choses. En termes de gameplay, ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, Nelly va poser des questions en termes de jeu à d'autres figurines, prendre des scoops ou quoi. Et du coup, quand les gens répondent aux questions, quand l'attaque réussit, ça va les ralentir pendant leur activation. Eux, ils vont perdre des actions parce qu'ils discutent avec Nelly, ils se font interviewer en même temps que c'est la baston. Quand on fait du scénario pas loin de Nelly, Nelly contrôle ce scénario, va pouvoir l'orienter. Euh, les photographes vont utiliser les appareils photo pour prendre en photo les adversaires, ce qui va les ralentir aussi à cause des flashs, et ainsi de suite. Donc en fait, on est vraiment sur un gameplay, comme tu disais, qui va s'éloigner un petit peu de quelque chose de très brutal ou très premier degré qu'on voit souvent dans les jeux de figurines, c'est-à-dire de la violence un peu létale au tir, au corps à corps, avec de la magie, et ainsi de suite. Et beaucoup plus être dans quelque chose de plus narratif et beaucoup plus assez rigolo aussi. Et du coup très cohérent avec le crew avec lequel on joue. Vous voyez, on a les pigistes, on a les photographes, on a les gamins qui donnent les journaux. Bon, on reste à Malifaux, donc on a quand même une nana avec une voix à moitié robot. La machine à écrire, elle est pas si gentille que ça. Mais voilà, ça va ressembler à ça comme crew. Ça va vraiment trancher avec le reste de la faction, si vous voulez. Et ça fait, comme je disais, un gameplay très intéressant et vraiment très différent. Voilà, il y a quelques masters comme ça dans chaque faction, je pense. Par exemple, on a Colette Dubois avec tout son cabaret, on va avoir Jacob Lynch avec son casino, que vous verrez dans d'autres factions, qui sont vraiment à part, quoi, qui ont quelque chose à eux, un univers à eux, et qui vont poser sur la table cet univers et avec leur gameplay répondre aux règles de leur univers à eux, quoi. Et Nelly fait partie de ces masters-là, et elle est super réussie, elle est super rigolote. Ah, et en plus, le coup de maître, je trouve, c'est que c'est pas ridicule. C'est que ça va bien avec l'univers. Sur la table de jeu, ça fonctionne. C'est pas juste quelque chose qu'on a mis en plus comme ça pour changer.
et que la mécanique fonctionne et ça participe aussi, bah, voilà, à avoir envie de connaître l'univers et avoir des personnages un peu différents. Oui, Effectivement, quand vous posez des questions à un cochon et qu'ensuite vous lui faites déballer son sac et qu'après vous faites un sac à main d'un crocodile et que vous en faites une imprimerie de luxe grâce à l'imprimante que vous voyez là et qui en fait la nouvelle édition reliée cuir du journal, c'est quand même quelque chose de fantastique. c'est quand même assez fou. Ouais. Ouais, c'est vraiment un mot-clé rigolo et extrêmement, extrêmement réussi. Et la version du jeu a eu un errata très récemment, et le jeu s'oriente beaucoup plus. À l'avant, il était 50% sur la baston, 50% sur de la prise de points et d'activer des points, faire des actions comme ça. Et on va énormément vers du scénario pur maintenant, beaucoup plus de placement, beaucoup plus d'interaction, qui est une action de scénario générique que peuvent faire n'importe quel figurine dans Malifaux. Et donc du coup, on va se retrouver avec une Nelly qui, je pense, va avoir un impact plus grand dans la méta. Et ça me fait vraiment plaisir, moi, personnellement. Ouais, tout à fait. Il y a des figurines comme la figurine que vous voyez à droite, qui est l'Undercover Reporter, donc le journaliste sous couverture, qui est quelqu'un de magnifique, qui peut prendre la place d'un de modèle adverse sur le terrain, parce que justement c'était lui, mais en déguisé, et votre modèle, en fait, il était juste parti aux toilettes, et il arrive, hein, puis votre bord en disant attendez les copains, c'était pas moi. Et là pendant ce temps-là, votre reporter il fait haha, je savais que c'était vous. Et effectivement, leurs intérêts à pouvoir mettre ce qu'on appelle des skin markers qui vont permettre de faire plein de scénarios et plein d'objectifs et de pouvoir contrôler ceux de l'adversaire et tout, ça risque de devenir assez fort et très... Effectivement, avec une thématique comme ça, si, quoi. Là, j'avoue. En plus, il roule dans son tonneau. À la fin des tours, il gagne de la distance en roulant dans son tonneau. Les gamins peuvent te jeter des journaux dessus aussi. C'est fou. Tu te sens un peu humilié quand même, hein, quand tu joues à des Ah, gros monstres et que tu te prends un journal dans la tronche. Le mieux, je pense, c'est quand Nelly interroge un monstre ou un truc comme ça, comme Euripide se fait interroger par. Oui, alors vous posez des poteaux et pourquoi vous faites ça? Bah ouais, écoutez, j'ai commencé en 83. C'est génial, je trouve que c'est génial. Voilà un petit peu pour Nelly alors, un petit peu ce genre de mots-clés à part, mais qui font pour moi l'essence et la richesse de Malifaux aussi. On va passer à Hoffman, Hoffman qui va être un master entre deux factions que moi je joue beaucoup côté arcaniste. Et donc il y a moitié arcaniste, à moitié guilde. Bon, je connais son fluff un petit peu de loin, donc je vais pas trop oser. Encore une fois, je vais faire appel à Griff pour un peu nous parler de lui. Hoffman, en fait, c'est un garçon qui n'a pas de chance parce que il a attrapé la maladie que l'on connaît sous le nom de la polio, qui l'affaiblit grandement et qui fait que se balader, se transporter, c'est pas quelque chose de très facile pour lui. Il en a du coup développé beaucoup la lecture et ce qu'il pouvait faire, donc du coup pas vraiment du sport ou ce genre de choses. Et il s'est plutôt concentré sur les études et il s'est remontré à être quelqu'un d'assez brillant, d'assez intelligent, qui soit beaucoup de choses, qui comprend beaucoup de choses et notamment sur l'ingénierie, ils sont très compétents. Et à la fois, mais tant mieux pour lui, il avait aussi la chance d'avoir un grand frère qui lui n'a eu aucun problème physique, donc est devenu bien grand et solide, mais était aussi pas non plus, pas pour autant dénué d'intelligence, était considéré comme très brillant, admis dans beaucoup de cercles d'initiés, et était quelqu'un de vraiment une sorte de star un peu dans les milieux mondains pour à la fois ses capacités physiques et son intelligence. Et ce grand frère était en plus quelqu'un de très agréable parce que, loin de mépriser son petit frère, il le protégeait souvent, il l'a souvent aidé, accompagné. Et quand le monde de ce Malifaux s'est ouvert et est devenu, après un certain temps de troubles, à peu près stable, eh bien, le grand frère a reçu une invitation d'un certain docteur Ramos de le rejoindre sur Malifaux pour discuter de plein d'autres choses et de nouvelles possibilités à laquelle ce monde offrait et toutes autres choses. Et du coup, ce frère a décidé de l'accepter, mais a amené son petit frère Charles avec lui. Le problème, c'est que en franchissant la faille, déjà Charles a ressenti quelques sensations un peu étranges dans son corps et ça a développé certains talents qu'il ignorait.
Mais il y a eu surtout un grand accident qui a, pour ainsi dire, quasiment tué son frère. Et du coup, de quelqu'un de très brillant, il est devenu quelqu'un de quasiment très mort. Mais D'accord. le docteur Ramos a réussi plus ou moins à le sauver, à le maintenir plus ou moins en vie, en remplaçant beaucoup de ses membres par des corps bioniques. Et du coup, a demandé notamment l'aide de Charles pour l'aider, notamment à maintenir ce frère en état, mais du coup à pouvoir l'aider dans les projets comme il avait prévu grand frère faisait, parce qu'il a vu que Charles, même s'il n'avait pas le physique de son frère, en avait au moins l'intelligence. Donc Charles a aidé ce docteur Ramos, a essayé de faire du mieux qu'il pouvait pour améliorer le corps de son frère et essayer de lui rendre une nombre de vie agréable. Mais d'un autre côté, il a aussi été recruté, remarqué par la guilde pour ses talents, et il est devenu le chef d'un corps de logisticiens, plus ou moins, qui s'occupe de tout ce qui est de mécanique et de tous ces robots que vous voyez autour de lui. Et dans tout ce corps de robots, le but est principalement de protéger la population. Il y a bien sûr un service d'ordre un peu plus classique, mais ben, il y a certaines menaces à lesquelles les simples humains ne peuvent pas forcément faire face. Et ben, en gros, c'est un peu le service un peu CRS, c'est-à-dire c'est un peu le service musclé d'ordre de la guilde. Ce sont ces machines conçues par des gens spécialisés qui ont réussi notamment à développer ben, des machines un peu plus sentientes, un peu plus intelligentes, un peu plus autonomes et surtout avec des capacités bien supérieures à ce que peuvent faire les humains. Et Charles Hoffman s'est retrouvé une véritable passion, aidé et un véritable talent dans ces machines-là, aidé par des pouvoirs magiques, mais qu'il a évidemment caché à la guilde parce que n'avait pas forcément envie de dire bonjour de trop près à Sonia Creed, et aidé par Ramos, qui était en fait le chef de la faction des arcanistes, qui a bien entendu l'aider à développer ses pouvoirs et qui l'a encouragé à en plus grand usage. Et voilà, pour vous donner une image, le frère de Charles Hoffman, il est volé sur la gauche. Vous voyez l'individu tout enrubanné, bien solide, mais avec des bras plus vraiment trop humains, une tête pareille et tout. Voilà, c'est son frère. Pour vous dire à quel point son frère, il a pris cher. Et pendant très longtemps, Charles s'en est voulu, a essayé de faire du mieux qu'il pouvait pour ce qui restait son frère, mais il a fini par se rendre compte qu'en fait, son frère était en fait véritablement mort, et ce qu'il essayait de maintenir en vie, c'était plus qu'un corps sans véritablement d'âme. Donc, quand il s'en est rendu compte et il s'est rendu compte que Ramos lui avait un peu caché le frère, que son frère était pas vraiment vivant et qu'il avait pas vraiment ramené à la vie son frère, il s'est assez brouillé avec Ramos. Il a presque coupé les ponts qu'il avait avec les arcanistes. Il a laissé son frère partir en paix et vraiment mourir. Mais vu qu'ensuite Ramos a eu quelques problèmes au sein de son organisation et n'est plus devenu le chef des arcanistes, et ben Charles du coup reconsidère un peu les choses, se dit que il y a des gens de bonne volonté au sein des arcanistes et que mine de rien, il a beau le cacher, il est lui-même quelque part une sorte de magicien avec des dons très particuliers, donc son cœur balance entre les deux, entre son affectation pour la guilde et son poste à responsabilité, et d'un autre côté, ces gens qui le voient un peu semblable à lui, qui ont aussi d'un autre côté besoin d'aide. Et là, on voit aussi un autre aspect de Malifaux, ce qui est très intéressant, c'est surtout aussi pour les modélistes, c'est que vous voyez que dans une même faction, on a des figurines très très différentes. Là, on est vraiment sur le steampunk en fait. Si vous aimez peindre des robots ou jouer des robots, bah voilà, vous avez Charles Hoffman. Tout à l'heure, on a vu une Mexicaine avec des flingues, on a vu aussi une journaliste, on a vu une exorciste. Là, vous avez un pan complètement différent, ça pourrait presque être un autre univers, mais en fait, ce qui est fort, c'est que ça marche. Et ces différences, elles fonctionnent bien entre elles grâce au fluff. Ça reste cohérent et ça, moi, je trouve que c'est vraiment aussi très intéressant. Oui, tout à fait, tout à fait. Charles qui du coup en termes de gameplay est un support, c'est-à-dire que le master lui-même est très limité par ses mouvements, par ses capacités. Bon, faut pas trop le chercher non plus, il a des bras robots dans le dos, donc il peut quand même, voilà, il faut pas non plus trop lui chercher des poux. Mais sur un show, mais en tout cas,
il sert surtout à rendre plus forts ces robots. Et toutes ces actions, ça va être donner des actions en plus à ces robots, leur donner une ressource qui va permettre d'optimiser leur attaque, optimiser leurs actions, leurs pouvoirs à ces différents robots, optimiser leur mobilité. Il va y avoir quelques personnages nommés qui vont être des ingénieurs qui vont l'aider à les soigner, aider à les améliorer en partie. Et il va avoir bien sûr quelques personnages nommés un peu hybrides qui vont être entre les deux, entre robots et humains, qui eux vont pouvoir un peu mixer les bonus des robots et à la fois avoir des bonus à côté de ça. C'est un gameplay assez intéressant, très boîte à outils, ça veut dire qu'on va avoir plein d'options possibles pour répondre aux situations, et ça nous creuser la tête et à trouver la solution aux problèmes. Mais on est très loin d'un gameplay Lady Justice en comparaison. Le Master fait beaucoup de choses elle-même, et sa troupe suit un peu le Master. Là c'est un peu le Master qui pousse ses troupes à faire des choses, quoi. Voilà. Et effectivement, moi c'est un de mes Masters préférés, que je joue énormément. J'aime beaucoup son gameplay. Euh, puis après, j'aime bien les robots, donc ça me va. C'est cool. Et effectivement, vous pouvez voir aussi l'évolution de Malifaux sur la page suivante, parce que justement, du fait que Hoffman... Ah non, peut-être elle est encore après. Ah, Du fait pardon, que Hoffman, celle-là? non, non, enfin, elle avance en fait. Voilà, c'est là. Pardon. Du fait que Ramos était capturé du coup et des plus d'agir, mais il avait quand même des gens sous ses ordres, justement Joss que vous voyez à droite, Howard que vous voyez à gauche. Ben, ces gens-là se retrouvent sans chef, mais ils doivent quand même continuer leur vie, continuer à faire leurs objectifs. Mais vu que ce sont des machines, enfin ils sont en partie machines, ben, ils ont quand même besoin de réparer, de les entretenir, tout ça et tout. Donc du coup ils se sont tournés vers Charles. Effectivement, ce sont des gens qui n'étaient pas forcément de base dans la bande de Hoffman, mais que du coup, du fait de l'évolution du jeu, bah, se sont retrouvés sous son agence, vu que leur chef à eux est capturé et mis en état de mur. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ça, dans les évolutions du jeu, on le voit assez souvent. Certains personnages, certains minions, certains personnages nommés appartiennent à un certain mot-clé, et une version plus tard, on les retrouve parfois même dans une autre faction, mais sous les ordres d'un autre master. Ouais, ça arrive. Ça peut être des fois un peu décourageant pour la collection et tout, mais effectivement, c'est ce qui fait la richesse du jeu et qui fait qu'on voit vraiment une histoire avancée et pas septentrionalement, édition après édition, les mêmes choses et la même situation. Du coup, pas là, au contraire, ça bouge, mais forcément, si ça bouge, ben forcément, ben il y a des personnages, comme je disais, qui meurent, d'autres qui vont rejoindre d'autres personnes et forcément, ça change les bandes telles qu'elles étaient avant, mais c'est le prix à avoir pour avoir un univers plus intéressant à suivre. Après, on est Ouais, sur des changements de version qui sont quand même très éloignés, hein. On est loin de changer de version tous les 1 ou 2 ans, là, hein. Oui, en plus. On vient d'arriver en version 3 il y a quoi déjà 1 an, 2 ans maintenant? 2 ans, je pense, ouais. 2 ans, ouais, ça doit être ça. 2 ans Et, était terré des brouettes, quelque chose comme ça. Et la V2, elle a duré je ne sais pas combien d'années, mais c'était assez impressionnant. et du coup, tu as un petit. Alors, c'est une comparaison un peu bancale, mais tu as un petit côté Game of Thrones. Tu sais, quand tu passes d'une version à l'autre, tu te demandes quel est le personnage que tu aimes qui va mourir. C'est vrai, non mais ça c'est vrai que le sentiment Game of Thrones, t'es un peu en stress, hein. Tu dis je suis pas bien. J'aime bien les Et arcanistes, du tu coup, sais pas qui va rentrer, qui va sortir, t'es un peu en mode bon, qu'est-ce qui va se passer? ouais, je trouve que ça augmente encore l'attachement que tu peux porter à certains personnages. Et ça, Ah c'est ouais, chouette. ouais ça c'est super bien vu de leur part, ouais, complètement, complètement. Et oui, Hoffman récupère un petit peu les bras cassés de Ramos, qui n'ont plus de chef, qui se retrouvent un petit peu orphelins. Et du coup, ce qui fait qu'actuellement, il a un mot-clé très étendu. Il y a beaucoup de figurines avec Hoffman. Il a un jeu très varié. Ok, bon bah, bien parlé de Charles. On va continuer. On arrive avec Cornelius Bass. Cornelius Bass qui fait partie aussi des explorateurs. Nouvelle faction sortie, la dernière faction sortie. Alors moi je connais très peu son fluff et ça m'intéresse vachement parce que bah du coup je vais aller le récupérer bientôt en boutique là. Donc ça m'arrange bien d'en savoir plus sur lui. Pareil Griff, hein, si t'es chaud, vas-y. C'est le dernier maître apparu pour la guilde, parce que effectivement, justement, il est apparu pour la troisième édition. Et ça a été le premier maître qui a introduit justement la faction des explorateurs, qui jusqu'à là n'existait pas. Donc il est pareil, moins étoffé parce qu'il a vécu moins de choses que les autres qui sont présents depuis le début. Mais quand même, il est à la tête en fait. C'est un homme qui a perdu sa femme de façon assez tragique et qui du coup a dû s'occuper seul de sa fille, plus ou moins.
Elle l'a élevé à la dure parce que justement, il a perdu sa mère. Il a estimé que de toute façon, elle devait se préparer à ce qui pouvait lui tomber d'autre. Il a de toute façon une façon d'être assez bourru, très je me méfie d'un peu de tout et de tout le monde. Et ça convient bien au rôle que lui a trouvé la guilde, à savoir à le nommer à la tête d'un corps qui s'occupe en fait des endroits moins habités de Malifaux. C'est-à-dire que Malifaux, pour vous représenter, il y a la faille qui donne sur une ville qui était plus ou moins présente avant et qui a été aménagée par les humains au fur et à mesure, très grande. Mais au-delà, eh bien, il y a d'autres communautés qui sont créées au fur et à mesure, mais il y a aussi beaucoup de terrains inconnus, beaucoup d'endroits sauvages avec des monstres dans tous les sens, certains plus ou moins intelligents, d'autres moins. Et ça fait beaucoup de zones à couvrir, avec pas forcément beaucoup de moyens parce que c'est éloigné du camp principal. Et du coup, justement, c'est un corps de personnes chargées de s'occuper de tous ces environs-là que Cornelius Bass va diriger. Du coup, une bande de un peu, pas de, comment on dit ça, de vraiment un peu cow-boy en fait, dans le sens où d'individus qui vont partir faire des longs voyages à gauche et à droite pour escorter un important ou alors pour essayer de traquer simplement des malfaiteurs. C'est vraiment un peu voilà des bandes d'éclaireurs qui vont connaître un peu Malifaux, pas comme leur poche, mais qui vont être les humains qui vont peut-être en savoir le plus sur les étendues sauvages de Malifaux. Et de ce fait, c'est pour ça que justement Cornelius a été aussi approché par une autre faction, la Guilde des Explorateurs, qui est un groupe qui cherche, comme dit son nom, à explorer Malifaux, à en découvrir beaucoup de recoins, mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a des choses derrière qui sont organisées et visiblement, euh, cette guilde, enfin pas cette guilde, cette société des explorateurs semble chercher notamment des objets rares, notamment des savoirs un peu anciens à travers le monde de Malifaux et disperser le plus d'hommes ou de gens avec qui elles sont liées pour trouver ces informations. Et Cornelius, du fait de son travail et du fait de sa vie à sans cesse se déplacer et jamais reste au même endroit, il est un très bon agent pour eux. Et Cornelius y trouve un peu sa part dans le sens où, ne faisant confiance à personne et à la guilde pas plus qu'à un autre, il se dit que avoir des billes de chaque côté dans plusieurs groupes pour avoir le plus de soutien ou en pouvoir le plus de ressources possible, c'est pas quelque chose sur lequel il cracherait. Et puis, il y a une nouvelle sur lui dans le dernier bouquin des explorateurs. Et ce qu'on voit, c'est la grande complicité avec sa fille. Donc là, sur l'image, on voit c'est le personnage qui est juste à sa droite. Et c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu, je fais confiance à personne, donc je me retrouve seul au final. Et il y a ce côté un peu paumé que moi j'aime bien. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce côté très cow-boy, très film de cow-boy, où on voit des grands déserts, des étendues sauvages, avec quelques types sur des chevaux. Je trouve que c'est vraiment ce qui se dégage de cette bande-là, de Cornelius. Et à noter que c'est aussi la seule faction pour l'instant où il y a des Indiens figurines, Oui, ah oui, c'est vrai, tiens. qui est assez sympa. Ouais. Pas tout à fait, il y en a une autre. Ah Ça ouais? veut dire. Ouais, Ah, Shinji le, le, syn- Kazijak. le Ah syn- oui, c'est vrai. et t'as le Syndicate, non? T'as le Syndicate chez les Explos. Et oui, et Syndicate maintenant, Anya Ali Karen qui est aussi d'origine amérindienne, mais Anya Ali Karen suivant plutôt l'argent et le profit, elle pourrait être Zoulou que ça lui en changerait pas grand-chose. Ouais, elle a deux plumes dans les cheveux. C'est ça, histoire de dire j'ai un héritage, je l'ai pas totalement Voilà. oublié, mais Ouais. sinon. Mais je trouve que c'est ouais, si vous avez envie d'avoir une ambiance western, on va dire, Far pour West. simplifier un petit peu quand même, Far West, ça c'est une faction qui peut, enfin c'est une bande qui peut vraiment vous intéresser. Ouais, complètement. Ça, le cache-poussière. Et effectivement, leur principe c'est mieux vaut être seul que mal accompagné. Donc, Ouais, pour on tous sent les les mecs isolés. Leur gameplay, c'est qu'ils vont pouvoir se déployer plus en avant sur la table au fur et à mesure du nombre de figurines que vous jouez de la bande du master de Cornelius. Ce qui fait que vous allez avoir un contrôle de table assez grand et vous pouvez agresser très tôt. Cornelius lui-même étant un monsieur, hein. C'est un homme avec un fusil à pompe qui tire dans le tas et qui ravage. Et ils ont des dresseurs d'aigles. Ils vont avoir des cavaliers. Là, ce que vous voyez à gauche, c'est une version collector d'un de ces cavaliers avec une sorte de machine un peu steampunk pour représenter la figurine, qui est très très chouette. Toute une bande comme ça. Et Cornelius est pote avec eux.
il peut en avoir. Puis après, on va avoir des chasseurs un peu. Donc à droite, c'est Paul Crockett, sûrement le petit frère de David, hein. Et donc voilà, on reste dans cette ambiance-là, un peu trappeur, un peu voilà, comme tu disais, isolé, la traque, la chasse. Ils peuvent avoir accès à un côté explorateur. Ils ont aussi accès au Sandworm, qui est un gros ver un peu à la dune, qui va sortir de terre à différents endroits ou quoi. Ça. Et qu'ils commencent à être tellement acclimatés à leur milieu que c'est pas que le ver des sables est vraiment dirigé par eux, c'est plutôt qu'ils arrivent plutôt à le cornaquer de façon à ce qui se rue sur les adversaires plutôt. Parce que eux Oui, savent comment il réagit, agir en anticipation avec lui. pareil, oui, ils vont avoir ouais, des trackers comme ça qui vont pouvoir utiliser des sortes de pièges mécaniques qui se déplacent, qui vont pouvoir un peu les orienter sur l'adversaire pour les bloquer. C'est beaucoup de contrôle de terrain, ça représente bien ce côté grand chasseur. D'ailleurs, le Master, si je dis pas de bêtises, il est inspiré du premier Marshal noir américain, je crois. Tout à fait, oui. Qui s'appelle, j'ai plus le nom, mais il s'appelle Bass aussi. Il me semble que c'est le prénom qui a différé ou quelque chose. Oui, il doit y avoir quelque chose comme ça, je crois, mais le nom de famille, je crois, est le même. C'est cette idée un peu du Marshal, c'est-à-dire qui est mandaté pour aller à tel endroit chercher tel bonhomme, et puis il le traque sur 3 semaines, un mois, le temps de retrouver où il est passé, et ainsi de suite. D'où le côté un peu indien, d'où le côté maîtrise de terrain et track un peu isolé. Donc tout à fait, ouais, si ambiance un peu western, un peu plus côté indien, cowboy, on est bien quoi. Ouais, on est bien là. C'est ça. Une capacité à faire des nuages de poussière dans lesquels ils se dissimulent et qui vont utiliser de plusieurs façons et tout. Effectivement, les meules de foin, les tumbleweeds qui baladent dans le lointain et tout, c'est les plus grands représentants de l'ambiance Far West. Yes. J'aime assez moi, je trouve que ça. À côté de Nelly, ça tranche bien. C'est sûr. Pas la même ambiance, quoi. Ah ouais, la Nelly, elle serait malheureuse. À savoir que pour vous donner un peu l'ambiance, une des capacités du Master, c'est de soigner ses alliés. Et la capacité, en fait, c'est un imperceptible node. En gros, l'idée, c'est que juste il hausse la tête, c'est juste il dit un petit oui de la tête avec le chapeau comme ça, et ça soigne l'allié, quoi. Tu vois, genre, c'est très minimaliste, quoi. Genre, les interactions les plus minimalistes possibles. Ça fait très Clint Eastwood, quoi. Complètement, ouais, complètement dans l'ambiance, c'est ça. C'est ça. Si vous voulez prendre des airs mystérieux, mâchonner un cigare, être à l'ombre de votre chapeau, pas dire grand chose et juste laisser parler plus vos armes que vos paroles, effectivement. Très bien. Ça. Ok, pour Bass alors. Donc il y a eu une histoire avec, donc là on reconnaît Paul Crockett, Bernadette au milieu, et donc il y aurait une histoire un petit peu, il y a une nouvelle autour d'eux, bah, qu'il faut lire, hein, tout simplement, qu'on vous invite à aller un petit peu aller voir. C'est toujours intéressant ce qu'ils ont fait, de faire plein de petites nouvelles qui font des liens entre différents personnages, différents masters de différentes factions, un peu faire avancer l'histoire. On se rend compte que au final, c'est pas parce que certaines bandes ont été designées ou sont conçues pour affronter certaines autres qu'elles en croisent pas pour autant d'autres, parce qu'effectivement là, ils vont se heurter à des acolytes du culte des Décembre qui sont des arcanistes et justement et d'affronter la menace quand ils la croisent et pas se dire ah bah un arcaniste je la laisse à j'appelle Sonia Krill et puis je verrai. Ben non. Tu veux dire que c'est pas, oula, il est déjà 17h moins 15, on va pas prendre la... Ah ouais, Écoutez, on appellera le personnel adéquat, on verra jeudi prochain. voilà. Ils ont tendance à être un peu plus actifs. D'accord. Ok, on va arriver à Lucius. Lucius, bah ça va être pour toi, Fred, hein, parce qu'il est à moitié dans ton camp, à moitié côté Neverborn, le bon vieux Lucius. Il est sûrement complètement dans notre camp, en vérité. Bah là, c'est aussi, on voit, c'est une ambiance complètement différente. Donc Lucius, lui, alors il y a une version officielle. La version officielle, c'est que c'est un humain, un grand mondain, une personne extrêmement cultivée, qui va être en fait, qui va avoir le titre de secrétaire. Ça va être le premier secrétaire du gouverneur en place. Donc il était déjà là dans la version précédente avec le gouverneur, comme Griff vous l'a dit, qui est devenu le Burning Man. Il pensait sûrement gagner du pouvoir après cette situation-là. Ça s'est pas fait. Il a maintenant le nouveau gouverneur sur le dos. Ne l'apprécie pas du tout.
Et donc Lucius, c'est un personnage très particulier. Moi, c'est une des figurines qui m'a fait plonger dans Malifaux, parce que je le trouvais comme ça très, très mystérieux avec sa perruque, avec son masque et son côté, assez prétentieux là, ça m'a appelé un petit peu. Et en fait, il va avoir une fonction, il va diriger donc ses troupes et on c'est un personnage qui est vraiment très, très mystérieux. C'est-à-dire que comme il est à cheval sur les 2 factions, il va avoir plusieurs mots-clés. Il va avoir un mot-clé pour la guilde qui est élite. Bon, il va être entouré d'avocats notamment, donc qui vont représenter ce côté très administratif de la guilde, qui va édicter des lois, qui va vous demander de les respecter, et cetera. Et d'un autre côté, son mot-clé Neverborn, c'est mimique. Donc c'est en fait enfin c'est une des espèces de Neverborn. On voit ici donc la Changelin, la Doppelganger, et puis les petits enfants avec ces masques, ils enlèvent et on voit leur visage ensanglanté. Donc c'est une espèce de Neverborn qui peut prendre l'apparence des êtres humains pour les tromper, les entraîner la nuit dans des rues sombres et les zigouiller au calme. Donc Ambiance. c'est un personnage qui est très, très ambivalent et on découvre petit à petit, en fait, ses différents pouvoirs, ses différentes interactions avec d'autres personnages. On ne connaît pas vraiment ses plans, on ne sait pas vraiment où il veut aller. Tout ce qu'on sait, c'est que, il est assoiffé de pouvoir, ça c'est clair. C'est qu'il commence de plus en plus à apprécier, la vie auprès des humains dans le sens le luxe, le fait d'avoir des bons cigares, les meilleurs vins, et cetera. Même si lui ne peut pas vraiment les goûter parce qu'il va fumer un cigare, par exemple, mais il va pas en sentir le goût particulier. Mais il aime ce côté, voilà, luxueux. Je pense que c'est un personnage qui est très prétentieux, très imbu de lui-même et j'aime beaucoup, voilà. D'accord, Fred. J'aime beaucoup ce côté, Merde. ouais, ouais, non, mais c'est une On a personnalité très passé forte. des nanas de rêve dans toutes les situations. On a passé des petits gars sympas avec des robots et tout. Ouais, le mec prétentieux avec le masque. C'est lui. Et C'est la lui que j'aime. perruque. Je te charrie bien sûr. Non mais effectivement il y a quelque chose. Moi c'est le master, je le dis souvent, hein, c'est le master qui m'a fait jouer à Malifaux parce que je l'ai vu jouer sur une table et en fait il y avait les figurines qu'on voit à gauche là qui sont les faux témoins et donc ils peuvent accuser les gens, d'où le fait qu'ils pointent du doigt, qui surjouent le fait de s'être fait agresser ou peu importe. Donc ils font des faux témoignages et à droite on a des policiers en fait, des flics qui donc là il y en a un qui embarque le cadavre mais il y en a d'autres qui mettent des zones de sécurité et tout. Et après, il y a toute la cour de justice et qui, grâce aux faux témoignages, vont avoir des bonus pour pouvoir attaquer la personne qui soi-disant, a commis des atrocités ou qui a commis quelque chose. Il y a des sentences qui vont tomber. Et donc, c'est un crew, voilà, c'est vraiment une sorte de cour de justice sur la table et c'est assez rigolo. Et ouais, c'est assez rigolo comme ça se met en place. Un peu comme Nelly, un gameplay un peu alternatif, très très narratif. Et ça marche très bien. Moi j'aime beaucoup les figurines qui sont très chouettes, cette espèce de cour de justice. L'avocate tout à droite, je la trouve incroyable. L'assassin aussi avec les masques et tout, ça fait un style très très particulier. Euh, Tu l'avais joué toi un peu Griff ou pas du tout Lucie? Oui, oui, mais pareil, je suis tout à fait d'accord que, en fait, au final, Lady Justice est peut-être la figurine la plus connue et tout, mais Lucius, quand même, il est pas loin derrière, parce qu'effectivement, son look et puis sa façon d'appréhender le jeu et tout, le rend très unique par rapport à des tas d'autres jeux, et lui, il est présent depuis le début, contrairement à Nelly, et effectivement, il a une ambiance qui, suite à donne envie de savoir et de s'intéresser un peu à voir ce qui se fait et tout. Il y a de ça en plus, chose très intéressante, c'est que le mot-clé élite, en fait, c'est justement ses rapports à la section qu'il dirige au sein de la guilde, qui est un peu, faut les voir un peu comme les agents secrets en fait de la guilde, justement. L'individu à droite, vous voyez, c'est un investigateur, et du coup, bah, littéralement, quand on dit cacher les corps sous le tapis, bah, lui, il se dit, bah, pourquoi les cacher sous le tapis si je peux l'entourer dans le tapis et me barrer avec le tapis, hein. Et tout leur but, justement, c'est de s'occuper en sous-main de tout ce qui peut être dangereux pour la guilde, mais justement, quitte à trafiquer des preuves, quitte à arranger des procès comme il faut, mais à faire tomber les gens de l'intérieur et de façon un peu insoupçonnée. C'est-à-dire que, effectivement, vous allez avoir une vieille mamie qui vous accuse, puis après vous allez avoir un inspecteur qui va venir, qui va trouver une preuve, qui va dire Eh mais ça c'est votre arme, alors que vous avez jamais vu votre arme là, et puis après, le juge, il va voir ça, effectivement, il va vous faire condamner, vous vous retrouvez enfermé.
et isolé pendant je ne sais combien de temps. Et en fait, vous le savez pas, mais chacune de ces individualités était à diriger en sous-main par Lucius, qui fait son jeu de marionnette derrière. Donc, c'est très chouette. C'est un peu frustrant niveau d'ambiance et de texte parce qu'effectivement, on en sait peu. C'est peut-être un des personnalités qui s'est le moins se révéler de l'univers de Malifaux parce que justement, à agir dans l'ombre, à ne se révéler à personne ou en tout cas personne qui ne laisse vivant pour la plupart. C'est quelqu'un qui cache encore beaucoup de secrets, notamment sur ses buts, effectivement, parce qu'on ne sait pas pourquoi il agit. Est-ce qu'il agit que pour lui? Est-ce qu'il agit pour buter les humains hors d'ici? Est-ce qu'il agit pour peut-être dominer les humains de l'intérieur et devenir le chef des humains? Qui sait? Beaucoup de mystère autour de lui, mais c'est aussi ça qui fait son charme, effectivement. Sans suivre. Ouais, peut-être qu'avec le côté Neverborn, il nous réserve des surprises, ou peut-être que juste il fuit le reste de la faction Neverborn. Il y a plusieurs Neverborn qui fuient Neverborn en allant ailleurs, mais bon, comme il reste bifaction, ça veut dire qu'il joue aussi pour eux. Il se passe quelque chose, ouais. Il a pris notamment contact avec Titania quand elle est apparue pour lui assurer qu'évidemment il était fidèle, qu'il servait fidèlement à la reine de tous les Neverborn. De toute façon, on suppose qu'il a fait le même jeu à peu près tous ceux des Neverborn qui sont préclamés comme chefs pour Tout que le monde. c'est ça, pour qu'on lui fiche la paix et qu'il puisse faire son petit jeu. Il y a aussi de ça intéressant à faire, c'est que justement en termes d'évolution, l'individu que vous voyez à droite, de prénom Dachel Barker. Et en fait, à une époque, justement, sous cette version-là que vous voyez, c'était un simple sergent de la guilde qui n'avait pas de nom. Figurine comme il y en avait tant d'autres. On parle Et du puis, petit chauve un peu grassouillé. c'est ça, voilà. À l'époque, c'était juste une figurine comme parmi tant d'autres. Et puis après, au fil du temps, eh ben, justement, Lucius s'est intéressé à cet individu et il en a fait son henchman, comme vous voyez à droite. Voilà, il a pris un peu plus de poids, il a pris un peu plus d'envergure et c'est devenu un peu en sorte le bras exécuteur de Lucius, celui où quand une fois qu'il a mis tous ses magus en place et qu'il n'y a plus qu'à battre la cible, eh ben, généralement il a envoyé Dachel s'en occuper. Dachel a pris du galon, Dachel est devenu quelqu'un de plus important et c'est arrivé à un point où, on va le voir ensuite, eh ben, Dachel il va devenir un master à part entière. Ouais, Dachel va devenir master, et il va y avoir une histoire un peu qui va nous révéler que Lucius pourrait montrer son vrai visage à Dachel après que Dachel ait Ouais. détruit. L'illustration qu'on voit en fait à terre, c'est un des anciens masters de la V2 qui s'est donc fait découper en petits morceaux Lucius et Dachel, qui s'appelait Collodi, donc qui est une marionnette en fait, qui était Neverborn et qui avait pour but d'enlever des enfants et les transformer en marionnettes, sauf qu'il a pris un peu trop de liberté et qu'il a fait un peu trop parler de lui. Le gouverneur a dit qu'il fallait l'arrêter. C'est Lucius qui évidemment s'est porté volontaire pour y aller, avec son second préféré, donc Dachel. Il y a eu un combat, ils ont gagné. Et Lucius, en fait, a perdu son masque. Donc Dachel est, à ma connaissance, une des seules personnes qui sait ce qu'il y a derrière le masque de Lucius. Comme c'est un Everborn, on peut s'attendre à tout et n'importe quoi. Donc on le dit dans la nouvelle, mais moi je ne vais pas vous le dire, hein, c'est le plaisir de la découverte. Par contre, on découvre que cette fameuse marionnette, en fait, eh ben, elle était manipulée par Lucius. Il a récupéré la tête, la garde dans sa cave. Plus tard, on ne sait pas trop ce qu'il va en faire, mais en tout cas, on découvre qu'une fois de plus, Lucius voilà, il a des marionnettes, c'est le cas de le dire, un petit peu partout. Et on comprend quand même qu'on a un Everborn qui est à la tête des services secrets des humains dans Malifaux. Je trouve que c'est quand même assez fort. On peut lui tirer notre chapeau. C'est vrai. Ça, c'est assez intéressant comme continu. Enfin, bon, ben, en tout cas, on s'excuse auprès de tous les fans de. Comment il s'appelle, Collodi? Je le Voilà. dis. Qui donc, du coup, est passé mort hein, dans l'histoire, pour le coup. Ça On aura peut coûté. encore le jouer en version non tournoi. Exact. En plus, c'est assez intéressant parce qu'il a un mot-clé puppet. Donc, tu peux avoir toutes les marionnettes du jeu. Il y en a qui sont très puissantes. Mais tu peux pas le jouer en tournoi. Et pour l'instant, dans le fluff, voilà, il est au fond d'une cave en petits morceaux. Ah, peut-être alors qu'on verra. C'est ça qui est intéressant et qui est un suspense un peu. C'est que est-ce que les maîtres qui ne sont plus jouables sont vraiment morts parce qu'effectivement on a une marionnette découpée en morceaux, on a un résurrectionniste qui s'est fait tuer, mais bon, résurrectionniste agissant sur la mort, que ça va vraiment l'arrêter. Est-ce que ça Et suffira? c'est ça. Et un autre qui s'est fait enfermer, donc pareil, enfermer c'est bien beau, mais on peut s'évader, on peut te libérer. Donne-moi de l'espoir, Ramos. Il est vraiment mort ou?
Justement, pareil, il est enfermé aussi en fait. En fait, on a deux masters enfermés, une qui est enfermée dans un trou, dans une prison magique sur Malifaux, qui est Lilith. Mais Ramos, en fait, il est enfermé à Vienne. Il a été amené sur Terre. Il est de sécurité évidemment, dans une attente soit d'un procès, soit peut-être de lui arracher des informations. Mais effectivement, Ramos est pour l'instant toujours vivant. Donc, pareil, une évasion rocambolesque. Qui sait? D'accord. Donc ils ont pas fermé non plus les arcs de ces figurines-là et on pourrait toujours imaginer qu'effectivement ils reviennent sous un autre aspect. Et c'est peut-être là aussi assez intelligent, c'est plutôt que de tuer une figurine totalement, mais en fait on la retransforme, on trouve une raison pour laquelle sa forme actuelle n'a plus de sens et en fait il va peut-être apparaître sous une forme qui n'a rien à voir avec celle qu'on lui. Oui, ils nous ont pas fait les noces pour quelque chose comme ça à la Game of Thrones où ils ont retiré la moitié du casting en disant blah. Voilà. Non, là quand même, Et, on parle de 5-6 masters sur une cinquantaine de personnalités, quoi. mais par contre, c'était quand même des masters très importants parce que Oui, Nicodème, c'était le plus grand résurrectionniste. Ramos, c'est pareil, c'était le chef des arcanistes. Lilith, c'était la mère des monstres, donc c'était aussi des. Ouais, ils n'ont pas hésité à faire passer à l'as en fait des personnages extrêmement importants du jeu et du fluff. oui, c'est vrai. En fait, avec l'évolution de l'histoire, en fait, les chefs de toutes les factions importantes de Malifaux sont soit morts, soit sont retrouvés enfermés. Certaines n'étaient pas des figurines jouables comme le gouverneur de la guilde, mais par contre, Ou effectivement, chez les Arcanis, chez les Résurrectionnistes, chez les Neverborn, ben, ces leaders-là étaient des figurines, donc ont eu vraiment des problèmes, on a pu voir se répercuter en jeu. chez les Ten Thunder aussi, Loyabun, en fait, le chef des Ten Thunder, bah, il a passé l'arme à gauche. C'est ça, père de Misaki, et il s'est fait tuer par Misaki elle-même, mais tous les chefs de faction se sont fait. Ouais. Trop de pouvoir, trop de risques. C'est ça. Évidemment, faut faire comme Lucius, faut rester caché, et ça tient plus longtemps. Exactement. L'éminence grise, totalement. Donc on va passer sur son petit protégé qui va passer Master, du coup, dans cette version 3, qui est Dachel. Dachel, comme vous pouvez le voir, un homme subtil, un homme plein de... Alors là, c'est si vous aimez un peu plus les gros bonhommes et les grosses armées, Dachel va être beaucoup plus orienté sur du militaire, vu qu'il va avoir une garde en quelque sorte. Griff, tu veux en parler? Effectivement, donc on a commencé à le décrire. Effectivement, Dachel, c'est au début l'homme de main parfait en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est très vite hissé au rang de sergent, mais qui n'a pas pu aller plus haut parce que bah, manquait d'inventivité ou compétences qui faisaient qu'on pouvait le monter à des grades supérieurs. Non, au sergent, c'est-à-dire la grosse tête forte qui crie sur ses hommes pour leur faire faire des choses qui les motivent et qui ensuite va aller au charbon lui-même, ben, ça lui allait très bien comme poste. Et c'est quand Lucius, justement, va se dire qu'il était très bien à son poste, mais qu'il serait peut-être encore mieux sous un poste directement sous sa responsabilité à lui, qu'il puisse l'utiliser tout le temps, et pas seulement passer par une circulaire A36 pour après demander qu'en fait, non, mais en fait, il est affilié à une autre équipe et tout. Ça a dû l'embêter à force, donc il a fait en sorte de lui faire gagner du grade pour lui faire gagner de l'autonomie et de le placer justement sous son groupe à lui. Et du coup, il s'est retrouvé de ce fait-là, de ce fait des influences de Lucius, à diriger justement le corps principal de la guilde, qui est simplement, on peut le comparer à une sorte de milice, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de tout. Ce ne sont pas des surhommes, des surmachines ou des nécromanciens, enfin des gens qui flirtent avec des pouvoirs de la nécromancie pour tuer. C'est des hommes avec des fusils, avec des épées, qui sont un peu comme tout un chacun, qui a une formation évidemment, mais qui ont appris à s'en sortir et à gagner plus par le nombre que par être la plus grosse montagne de muscles qui existe. Et effectivement, on voit un peu ce côté vie de tous les jours avec le fait que ben il y a des exécuteurs comme la figurine juste à gauche de Michel avec des bras de griffes qui sont vraiment ben voilà des bourreaux. Ils sont là pour exécuter les sentences une fois qu'elles ont été agrégées. Des chiens un petit peu mécanisés pour les rendre un peu plus véloces qui ont le but de traquer les criminels. Et ensuite le reste de la bande pour les attraper, les sécuriser et ensuite jusqu'au bout. C'est un peu une milice, un petit peu une milice ouais, de soldats sur le tas. On a des snipers quand on voit tout à droite, des sergents, on a des gardes montés aussi.
On va avoir des persos nommés qui vont donner des ordres à d'autres. Ça va être un jeu d'invocateur, hein, c'est-à-dire que Dachel est un invocateur. Qu'est-ce qu'un invocateur? C'est une figurine qui va poser d'autres figurines en plus sur la table tour après tour. Donc en gros l'idée c'est que comme disait Griff, c'est la force par le nombre. Plus la partie avance, plus Dachel va poser des figurines sur la table, plus ça va monter. Et donc on va pouvoir invoquer, en fait c'est un peu, en fait ce qu'il faut se dire c'est que cette invocation c'est comme s'il appelait des renforts. Et l'idée c'est que les renforts qui vont arriver, vous allez les choisir en fonction de la situation, vous allez pouvoir vous adapter. S'il faut du nombre, vous ramenez peut-être 3 gardes de base, s'il faut de la mobilité, vous en ramenez un cheval, s'il faut une grosse figurine de corps à corps, vous ramenez un exécuteur. Ou alors de la mobilité, enfin des snipers, vous en avez, et sinon vous avez les chiens si vous voulez un peu submerger l'adversaire au corps à corps. Bref, il y a plein de solutions. C'est un gameplay assez intéressant parce que de nouveau un petit peu boîte à outils, on va s'adapter. On va essayer de faire en fonction de ce qui se passe sur la table. Et voilà quoi. Il a aussi quelques robots Hoffman lui a bidouillé. C'est ça Ouais. qui ont des mains grappins dont le but est justement d'aller attraper les gens. C'est un peu comme des grosses menottes mécaniques. Elles doivent laisser des marques celles-là. Et j'ai l'impression que l'équipe de Weird, ils aiment bien ce personnage parce que, comme vous l'avez dit, il a vraiment beaucoup évolué depuis la première version. Et il est présent aussi dans une des dernières nouvelles du bouquin de la guilde. Et il gagne un petit peu, alors j'irais pas dire qu'il gagne un peu en finesse, mais en tout cas, il gagne un petit peu en conscience de ce qui se trouve autour de lui. C'est-à-dire qu'au début, on voit qu'il est très, il obéit aux ordres. C'est un mec qui est là pour obéir aux ordres et faire son boulot sans trop se poser de questions. Et suite à une interaction avec Lady Justice, il commence à percevoir, un peu le côté un peu gris peut-être, de l'univers de Malifaux et je pense que c'est un personnage qui va encore évoluer dans les versions qui vont arriver. C'est ça, c'est un personnage assez brut qui était vraiment considéré comme l'homme à tout faire de Lucius et qui était surtout cantonné à ça et qui n'avait pas plus d'importance que ça, mais du fait il a gagné un poste encore plus à responsabilité et qui doit se gérer plus ou moins tout seul, ben, effectivement, ça lui donne un peu plus de relief. On commence à voir ben, ses propres préférences apparaître plutôt que juste suivre les ordres de Lucius. Et effectivement, c'est un personnage qui a encore beaucoup de marge pour devenir totalement ce qu'il désire vraiment être et pas juste un serviteur. Pas juste un Moi, vassal. je pense qu'il va finir gouverneur, ce mec. Ah, il a une belle tête de Ah. l'emploi, effectivement. Voilà, je prends le pari, dans 10 ans, c'est le gouverneur de Malifaux. Comme ça il reste sous l'emprise de Lucius comme ça. Non mais c'est vrai, Exactement. ça serait intéressant pour Lucius qu'il soit gouverneur. Ouais. Ok. Bien Et en sûr. plus, Oui, pardon. moi j'aime beaucoup la bande de Dachel justement parce que justement c'est vraiment ce gameplay à base de plein de petits bonhommes à gauche à droite où effectivement à part l'exécutionneur qui est bon vraiment grosse brute et toutes ces cacahuètes. Et les autres, vous avez des modèles un peu plus chers pour ce qu'ils font, mais c'est le fait d'en avoir plein. Si vous êtes vraiment adepte de, plutôt que d'avoir des grandes figurines de héros qui sont toujours parfaits, à toujours tout réussir et qui s'en sortent toujours la main, si vous êtes plutôt adepte de jouer plein de petits gars désœuvrés, que quand même la vie elle est dure et que il faut se serrer les coudes pour réussir à faire quelque chose, et puis à un moment donné, c'est bien beau de faire les héros, mais il faut qu'il y en a qui se salissent les mains et qui fassent du vrai boulot pour que les gens du quotidien s'en sortent. C'est une bonne bande pour ça, parce qu'effectivement, vous allez gagner de l'intérêt à agir tous ensemble. Vous avez un peu de l'anti-scénario. On a vu que Nelly, par exemple, certains comme ça étaient bons pour aller faire du scénario, comme de Sus, pour justement pour aller mettre des points là où ils voulaient tout. Mais Dachel, c'est un peu, il va contrer ce jeu-là, justement, en étant présent là où l'ennemi va marquer les points et en l'empêchant de les marquer ou en les retournant contre lui en s'en servant. Donc c'est un style de jeu qui est très intéressant et qui est un peu moins héroïque que le reste du jeu de Malifaux peut-être un peu, mais c'est assez frais, c'est original. C'est plus, ouais, c'est plus le quartier qui se rebiffe. C'est plus le quartier qui défend son territoire. C'est plus la milice un peu locale, ouais. Ouais. Ça. Et du coup, après, on a les versatiles de la faction. Vous l'avez expliqué un petit peu en Everborn. Ces figurines ou nommées ou non qui font partie de la faction mais qui sont pas forcément rattachés à un master. Donc là on vous montre un des 4 cavaliers de l'Apocalypse qu'on a à gauche, le Pale Rider, qui est très emblématique. À côté on a le Steward et tout à droite on a
l'Emissary. Je sais plus quel est son nom, la guilde. C'est brutal, je crois. Oui, Total, d'accord. parce que, parce que voilà, nous sommes dans la guilde. Et alors, quelque chose d'intéressant avec la figurine du milieu, donc du Bill Steward. Avant, cette figurine avait un autre nom, c'était Gouverneur Proxy. Donc, une sorte de double du gouverneur. Et donc, du coup, même si on n'a pas officiellement de figurine du gouverneur général de Malifaux, enfin, en tout cas du premier, on peut se dire que vu que celui-là est censé être plus ou moins son double, on peut se dire que peut-être il ressemble un peu à ce qu'était le gouverneur de Malifaux. Le pauvre. Ça, Et c'est une figurine très efficace en plus. Ah oui, en oui, termes de jeu, c'est une très bonne figurine. c'est ça. Et pour vous situer un peu ces figurines, qu'est-ce qu'elles sont? Donc effectivement, le Pale Rider, c'est un des cavaliers, c'est un des quatre cavaliers qui existent. De l'Apocalypse, je ne l'ai pas dit, mais ça présage beaucoup, car dans leur histoire, on a découvert du fait de Raida, d'une entité Neverborn, qui a dit les connaître, et que ces cavaliers apparaissent rarement, sont visiblement présents depuis très longtemps sur Malifaux, semblent assez mystérieuses mais annonciateurs de choses importantes et très graves. Et ces cavaliers, ces quatre cavaliers se sont réunis une fois auprès de quelqu'un, Leviticus, qui est master chez Outcast, et lui ont annoncé qu'il serait celui qui parviendrait à tuer les tyrans, cette fois pour de bon, mais que pour cela il allait avoir besoin, il allait avoir besoin de leur aide à eux quatre, et qu'il allait devoir mourir pour acquérir plus de pouvoir, plus de maîtrise sur la mort elle-même. Donc voilà, pour l'instant on ne sait pas encore trop quelles sont leurs origines, effectivement pourquoi, quels sont leurs buts, ou s'ils sont simplement des machines qui suivent un but plus important derrière, mais voilà, ça fait très effectivement le fait qu'ils soient quatre, et que ça semble lié à la fin des tyrans, qui sont des entités présentes depuis très très longtemps sur Malifaux et à l'origine de beaucoup de choses. Ça fait effectivement un peu Apocalypse. Et pour l'émissaire que vous avez sur la droite, c'est simplement en fait Zoraida, justement, elle, cette sorcière des marais Neverborn, qui avait créé des petites poupées, parce que donc bonne vieille sorcière des marais, vous en faire des poupées, qui avait créé des poupées à l'effigie de chacune des factions de Malifaux, qui les avait mis un peu comme espions au sein de chaque faction, et pour gagner en fait au fur et à mesure, s'imprégner des énergies émanant de chaque faction, et ça n'est servi en fait pour contrer notamment le rituel du gouverneur général quand il l'a mis au point. Ça a, ça a aidé à marcher, mais d'un autre côté aussi, il y a eu un gros afflux de magie qui a fait que ces petites poupées sont devenues bien plus grandes, gigantesques, plus développées, et ont gagné leur libre arbitre. Et du coup, le fait qu'ils avaient été conçus pour suivre une des factions et y ressembler le plus possible, bah, du coup, naturellement, leur affinité les a fait continuer à suivre dans l'ombre la faction. C'est-à-dire que la guilde n'est pas forcément au courant qu'il y a un petit être avec un chapeau et fait un pistolet qui la suit, et qui la prend un peu comme son modèle, mais c'est un peu le cas. Et de temps en temps, il y a de nouveau des pics d'énergie qui fait que ce petit individu bah, devient grossi et devient bah, cette grande entité que vous voyez à crâne, et qui devient un peu l'incarnation de la guilde métaphorique. Et dans la version, parce que là, c'est une conversion, en fait, la figurine qu'on voit. Dans la version normale, on va dire achetable, la main droite, c'est pas un parchemin qui tient, mais c'est une cage avec un être humain à l'intérieur, en fait. La figurine, elle tabasse. Ouais, elle est super classe, elle est très grande. L'épée est très longue, ça se voit pas trop avec la perspective, mais elle est immense cette épée. Et enfin, on a les médecins qui se retrouvent du coup sans leur chef McMorning, mais qui travaillent quand même pour la guilde. C'est ça. Ils sont des rares figurines à avoir un mot-clé, mais qui n'ont pas de chef lié à ce mot-clé. Donc il y a Hunchman, celui qui est à gauche, qui est Dr Grimwell, qui du coup a le mot-clé et peut, si vous recrutez pas un master, mais un Hunchman, vous pouvez avoir le à côté. Mais effectivement, pour l'instant, c'est limité à juste deux trois figurines, donc c'est pas très important. Mais peut-être qu'à l'avenir, eh ben, ces médecins, le docteur Grimwell ben, prendra du galon, soit peut-être quelqu'un d'autre apparaîtra pour les mener, leur donner plus d'importance, qui sait. Et donc, ils viennent en fait du starter 2 joueurs de la V2, où il y avait 4 figurines pour la guilde et 4 figurines pour les Neverborn. Leur mot-clé, c'est Asylum. Donc, on a le docteur à gauche avec sa petite tronçonneuse
à Trépanation. On a la gentille infirmière au milieu qui s'occupe des électrochocs. Puis enfin à droite, on a un des gros infirmiers qui vient vous maintenir en place. Et moi, je pense qu'un asile dans le monde de Malifaux, je pense qu'on a encore de la place pour d'autres persos, hein, parce qu'il y a des besoins. Oui, il y a des besoins, c'est clair qu'il y a des besoins. Il y a des clients, quoi. Il y a des clients, c'est sûr. Un métier d'avenir, ça. Et bah voilà un petit peu pour la guilde. On a vu un petit peu tous les masters, on est rentré un peu dans le détail des figurines, de leur histoire. Un petit peu en conclusion, si vous aimez les rousses et les chauves, c'est pour vous. C'est quand même plus de la moitié de la faction est composée de rousses ou de chauves. Non, mais après, voilà, on vous a montré un peu les différentes institutions, les différents styles de jeu, qui parfois peuvent se recouper ou se ressembler, comme on a un petit peu Perdita, Tachel, Cornelius, ça va être pas mal de tirs, ça va pas mal de choses comme ça, et qui vont être quand même très différents, avec Perdita avec sa famille à elle, Dachel sa milice, et Cornelius plutôt le côté territoire, de prise de territoire et ainsi de suite. Chaque master a son propre gameplay, a son propre look, son propre esprit, et on va avoir des masters même qui vont être très très particuliers comme Nelly et Lucius, qui vont apporter une diversité assez folle. La guilde, un peu de manière générale, c'est une faction qui tire très bien, qui se déplace pas super bien, ça c'est un des défauts de la faction, et qui est très orientée dans le style western, mais pas que. Est-ce que vous voulez un petit peu rajouter là-dessus? Moi, je dirais que c'est une, alors western, ouais, elle a un côté classique, mais on voit aussi une des richesses de Malifaux, c'est qu'on réussit à y glisser des journalistes, un peu de steampunk. On a du western très très classique avec les Perdita qui font penser à une famille mexicaine, avec Base, comme on a vu, qui a vraiment cette ambiance, voilà, les grandes étendues sauvages. Mais on réussit à nous mettre une journaliste, un mondain assez bizarre, une folle de l'épée, et puis des, enfin, comment dire, ceux qui ont l'épée enflammée, des inquisiteurs, voilà, Ouais, chercher le ouais. mot. Donc on voit déjà cet aspect de Malifaux où on réussit à mélanger des univers où tout se tient. En fait, il y a vraiment une cohérence, et c'est ce qui fait aussi, d'après moi, la qualité du jeu. C'est vrai, tout à fait vrai. C'est ça. Et justement, avec l'histoire, avec tout ce qui se fait autour, ça dit isolément, effectivement, on pourrait se dire que tout ça n'a rien à voir en fait, mais justement, l'administration, le sort d'état et de bien commun qui les lie tous, une sorte de combat pour faire en sorte de préserver la population de Malifaux, la population humaine de Malifaux, ça fait effectivement quelque chose qui est assez intéressant et qui fait que même si les supérieurs ont des buts moins bienveillants, ben, eux, c'est un peu l'intermédiaire où du coup, ben, ils se retrouvent entre la population et les grandes pontes dirigeantes avec des ordres de dessus. Mais souvent, on l'a vu quand même à cœur d'aider les gens et même au-delà de leur propre personne. Donc on touche aussi pas mal cette dichotomie de ben voilà, rien n'est noir, rien n'est blanc, tout est un peu en nuance de gris et à quel point vous allez laisser passer des choses pour derrière en aider d'autres choses mieux à se faire et à quel point vous allez supporter la pression de tout cela. Ok. Bah écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. C'est du coup la guilde. Merci Fred, merci Griff d'avoir fait la, Merci. la présentation avec moi. Et puis bah, on se retrouve bientôt pour présenter. Il nous reste encore 6 factions, donc pour nous présenter un peu la suite. Et puis on se dit bah à la prochaine. Ciao. Salut, à plus. À la prochaine et n'oubliez pas, si vous jouez Guild, la loi, c'est vous. Faire part.